Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur ce plateau pour suivre en direct l'émission Le Thermomètre de RDC, émission au cours de laquelle nous allons décortiquer certains sujets d'actualité, à savoir quid du budget 2020 par rapport au financement des partis politiques. Ensuite, l'état de la nation version Martin Fayulu prévu pour ce 30 décembre 2019. Pour en parler, nous recevons 3 invités sur ce plateau. Il s'agit de M. Jérémy Njoku, qui est coordonnateur de l'Association des jeunes leaders de l'Équateur vivant à Kinshasa, AJLE en sigle. Ensuite, nous avons M. Raymond Kabongo, qui est cadre des forces défensives de l'UDPS. Et pour finir, M. Jérémy Moula Ilunga, analyste indépendant. Bonjour, messieurs. Bonjour. Meilleurs vœux. Merci, pareillement. Merci. Ok, voilà. Donc, il faudrait que je m'entraîne à le dire souvent, hein, puisque nous sommes en fin de... Oui. C'est la fin de l'année et... C'est la À vous période. aussi, chers téléspectateurs, voilà. Alors, lors de l'ouverture des travaux à la conférence budgétaire du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, le samedi 21 décembre 2019, Emmanuel Shadari, son secrétaire permanent, a annoncé que sa formation politique se prendra en charge si le financement des partis politiques n'est pas pris en charge dans la loi des finances 2020. Alors, je vais commencer par monsieur Raymond, voilà. Monsieur Emmanuel Shadari a fait beaucoup de déclarations tout au long de cette année. Comment trouvez-vous celle-ci? Déjà, madame, en fait, la loi prévoit, c'est là, et il a raison de le réclamer, mais la manière de le revendiquer qui me laisse un peu avec beaucoup de questions. Déjà, je me demande si cette loi date de 2019. Cette loi date de plus de 10 ans. Ils étaient au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'application de cette loi? Il ne doit pas se réveiller aujourd'hui un bon matin avec de menaces pour demander à ce que cette loi soit appliquée, sinon on fera ceci, sinon on fera cela. Non. De même, ils ont fait patienter les autres parce qu'à leur temps, c'était ça, il fallait attendre la loi des finances de telle année, ça passait de l'autre année, de l'année qui suivait, ainsi de suite, jusqu'à ce que cette loi n'a jamais été appliquée. Alors, et au moins, ils doivent attendre cette fois-ci parce qu'ils doivent comprendre que cette fois-ci, c'est notre pouvoir, c'est un pouvoir qui tient à l'application de loi qui va certainement y arriver, mais qui n'arrive pas, qui n'y aille pas trop rapidement avec de menaces et tout. Voilà, donc qu'il mette de l'eau dans son vin, qu'il soit patient. Cette loi ne date pas de 2009, cette loi, nous rappelons, date de 10 ans déjà, depuis 2009. Oui. Ça n'a jamais été appliqué. Il était au gouvernement, lui, et son autorité morale était au pouvoir. Pendant tous ces temps, il devrait commencer par nous expliquer pourquoi, durant les 10 années passées, cette loi a souffert d'application, de non-application, et pourquoi cette fois-ci, ça doit passer à tout prix en 2019, dans la loi des finances 2020. Alors, M. Jérémy Moulard, oui. Se prendre en charge, bon ou mauvais? Je voudrais d'abord rappeler, de prime abord, que cette loi-là, la loi de 10 juin 2008 portant financement des partis politiques, tire son essence dans l'article 6 de la Constitution. Et c'est depuis 2009 que cette loi est entrée en vigueur. Le problème avec nos partis politiques, c'est que la plupart des partis politiques de la République démocratique du Congo n'ont pas appris aux membres l'autofinancement. Je relève des incohérences par rapport à cette loi-là, parce que dans la loi, on dit que les finances publiques doivent subventionner l'administration d'un parti politique. Ça ne se fait nulle part au monde. Les finances publiques doivent subventionner toutes les dépenses ayant trait à des campagnes électorales, et ce, a posteriori. Pas avant. On voit le pourcentage du parti, c'est alors qu'on peut le financer, mais a posteriori. Bon, je me dis, cette loi, c'est une vieille de 10 ans presque, qui n'a jamais été appliquée. Bon, moi, ce que j'ai retenu dans ces discours, camarade Emmanuel Shadari a dit qu'il devait se prendre en charge. Mais c'est très bien. La différence, c'est que pendant 18 ans, ce sont les caisses de l'État qui finançaient ce parti. Oui. Parce que nous savons bien que c'est le PPRD qui était au pouvoir. Aujourd'hui, ils doivent apprendre maintenant aux membres de financer le parti. C'est ça même la force d'un parti. C'est ce qui fait que
les membres ont le droit de parole. Surtout que ces membres-là se retrouvent à certaines, à certains postes clés de la. Ben oui, ils ne peuvent même pas craindre le financement parce que dans la loi portant, la loi qui supporte la création des partis, on exige que dans la caisse du parti, qui est au moins 2 500 000 francs, que le PPRD ne peut pas manquer. Alors, monsieur Ndjoku, Jérémy, vous pensez que c'est là encore un moyen de chercher l'époux plutôt dans la tête d'un chauve? Ou bien c'est légal, c'est normal que monsieur Chadaï s'en plaigne? Moi, je dirais comme mes prédécesseurs, ils ont tous dit, c'est-à-dire qu'il est dans le droit, de réclamer, mais la façon dont il a entamé l'affaire, et ce qui n'est pas du tout calme et sérieux. Pourquoi? Tout simplement, moi aussi, je me pose la question, disons que M. Chadari, aujourd'hui, il veut s'en prendre en charge devant son partenaire. Des fois, ça me complique parce qu'ils sont ensemble, ils évoluent ensemble. Donc, pour l'instant, ce que le PPRD devrait faire, c'est soutenir son partenaire pour que les choses avancent. Et je ne vois pas... Il est légal, mais la manière dont il présente le fait, ce n'est pas du tout c'est comme un catholique. peu, comme on dit, jeter un peu de la poudre sur le feu. Oui, c'est ça. Un peu de l'huile sur le feu. En quelque sorte, ils veulent surcharger son partenaire sur le plan financier, c'est-à-dire qu'il faudrait que le gouvernement actuel commence à dépenser inutilement pour que dans leur quinquennat, il échoue. C'est ça le meilleur calcul du PPRD. Oui, monsieur Jérémy. Ouais, je dirais que oui. ce n'est pas dépensé inutilement, c'est un droit. Puisque le credo de la bonne gouvernance aujourd'hui, c'est l'état de droit. Il est dans ses droits de le réclamer. Donc, c'est pour dire aussi qu'à ceux qui... Et vous fustigez aussi la manière dont c'est fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour dire aussi à ceux qui élaborent le budget de l'État de prendre en compte tous les contours dans l'élaboration du budget. Bon, alors, on va ouvrir une parenthèse. On va revenir à Mbouela Lodge, dans le à Kisantu, voilà, dans le bas Congo. Estimez-vous que les recommandations faites justement à la sortie de ce séminaire là par l'autorité morale du FCC aient été entendues par M. Chadari, où il était question de cohésion, il était question de, on va dire, de garder cette coalition intacte FCC Cash? Vous pensez que ça a été entendu par M. Chadari? Je suis tenté de penser ainsi. Je suis tenté. Pourquoi? Parce que jusque-là, depuis qu'ils sont rentrés de cette retraite, et ils se sont plus comportés de manière à aller à l'encontre de ces recommandations. Nous constatons qu'ils sont devenus un peu, je ne sais pas moi, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore eu d'autres occasions de mieux s'exprimer, de râler comme ils ont l'habitude. Mais vous ne sentez pas un râle là déjà? Sinon, nous sentons que, en fait, à part la dernière sortie, ben là, pour moi, je ne dirais pas que c'est vraiment un râle. Moi, je dirais qu'il a manqué, il a raté l'occasion de plaider pour quelque chose de plus sérieux. Parce que ça, c'est comme je peux dire, en quelque sorte, parler pour ne rien dire. C'est bon, ça doit se faire. C'est bien de le réclamer. Mais la manière de le faire place les choses dans un autre cadre, en fait. C'est pourquoi j'ai dit qu'il a manqué l'occasion de plaider pour quelque chose de plus sérieux. Déjà, ces pays comptent plus de 700 partis politiques. Voilà. Au moins 700 partis politiques. Et s'il faut financer tous ces partis politiques, il faudra le financer. En fait, je ne sais pas moi où on doit trouver le moyen pour le faire. Et le financement de ces partis politiques, est-ce que c'est ce que le peuple attend vraiment comme, comment je peux dire, au premier plan, parmi ses besoins, ce qui réclame le peuple? Je ne pense pas. À quoi ça profiterait au peuple congolais? Je ne pense pas. Moi, je souhaite que c'est une disposition légale qui doit s'appliquer, je dis bien qui doit s'appliquer, mais vu le besoin, vu la nécessité, vu les urgences, vu l'impatience de la population par rapport à tout ce qu'il a vécu durant ces 18 années, tout ce qu'il espère de mieux avec ce nouveau pouvoir. Nous avons la santé, donc, nous avons... la santé, il y a l'éducation et la sécurité qui posent problème. La sécurité. Donc oui, il faudra investir beaucoup de fonds sur cet aspect-là. Donc là, ces côtés-là, moi je pense que cette loi, si c'est inclus dans la loi des finances de 2020, tant mieux.
si ce n'est pas encore le cas, en tout cas, que ça continue de souffrir un peu d'application, excusez-moi de le dire ainsi, le temps que l'État trouve de moyens nécessaires, parce qu'il ne faut pas se lancer dans une histoire du genre, vous commencez aujourd'hui pour arrêter demain. Mais ce n'est pas le fort des gouvernements congolais. Quand je dis gouvernement, je ne parle pas de l'actuel, même du passé. On a l'habitude de lancer des projets comme ça, mais quand il s'agit maintenant de la mise en œuvre, il y a toujours un couac. Voilà pourquoi nous ne devons plus tenter cette aventure, cette mauvaise aventure, de faire des choses de cette manière-là. Donc on doit mieux faire les choses. C'est-à-dire, on doit assumer quand on entame une procédure, qu'on y aille avec jusqu'à la fin. Donc on ne peut pas tenter. Donc j'ose croire, pour répondre directement à votre question, que là, ils sont encore modérés, ils observent encore les recommandations qui leur ont été faites par leur autorité morale. Alors que M. Jérémy Ilunga, que veut-il dire exactement M. Chadaï lorsqu'il parle que son parti prendra des dispositions idoines pour que l'état de droit s'applique dans les faits et non dans les discours propagandistes? Vous savez, il est maître de ces mots, ce qui est vrai. Je ne peux pas me faire porte-parole de M. Chadari parce que je ne suis pas non plus du PPRD non plus, je suis un indépendant, mais je dirais ceci, je comprends qu'il était en train de s'adresser aux membres du PPRD. En tout cas, il parlait devant les membres du PPRD. Ça veut dire qu'ils peuvent prendre toutes les dispositions, notamment en faisant un bon recouvrement auprès de membres afin que les caisses soient renflouées. C'est ce qui amène aussi le clientélisme au niveau des postes. Aujourd'hui, tout le monde est derrière qui féticheur, qui autre parapluie pour obtenir un poste, soit dans un conseil d'administration. C'est par rapport à ces financements, c'est par rapport à cette pression financière qui est derrière. Donc, qui donne le plus peut se voir porter à un poste élevé. Mais ce qui est vrai, le PPRD a été habitué à se servir dans les caisses de l'État parce qu'il était au pouvoir. Nous avons vu des ministres, même le dimanche au soir, rouler avec un véhicule officiel, avec des gardes payés par l'argent des contribuables, dans des réunions des partis politiques. Ça se voit chaque jour. Donc moi, je me dis en tout cas en tant qu'intellectuel, je me dis que lorsqu'il dit qu'il se prend en charge pour l'état des droits, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Parce qu'on a tous les moyens légaux. Il y a l'Assemblée nationale où le PPRD est majoritaire aussi. Il est dans la majorité. Mais quand il parle de discours propagandiste, vous dites que c'est vrai que vous ne pouvez pas vous faire son porte-parole, mais on essaie de comprendre. Lorsqu'il dit que l'État doit s'appliquer dans les faits et non dans les discours propagandistes, à qui fait-il allusion? On ne parlera pas du dernier discours du chef de l'État? Bon, s'il fait allusion au dernier discours, il doit se dire qu'il est dedans parce qu'il est dans la majorité. Nous n'oublions pas que c'est une coalition FCC cash. Alors, M. Jérémy Njoku, le gouvernement de la République a promis de financer le budget à 80% grâce aux recettes internes, ça veut dire impôts, taxes, redévances. Vous pensez qu'il y arrivera pendant qu'il n'y a jusque-là aucune mesure sécuritaire qui a été mise en place, comme la traçabilité, la lutte contre les interférences des services non habilités dans la collecte des recettes? Ce matin, j'ai suivi les chefs de l'État sur le magazine Jeune Afrique. Et le chef de l'État est en train d'affirmer que ce budget n'est pas un budget comme d'autres pensent, et un budget qui sera réalisé de toute manière. C'est-à-dire que quand un chef parle, il faut toujours le suivre et vous comprendrez qu'il a les soucis d'améliorer et de changer les choses. Sauf que la manière dont que le Premier ministre a présenté sur 80%, madame, je vous dis qu'au Congo, c'est possible. 10 milliards au Congo, c'est possible. Ce n'est rien. Sauf que les acteurs politiques, ils veulent s'enrichir eux-mêmes des moyens, de l'argent de ces pays. Ils veulent ça procurer eux-mêmes de ces moyens-là. Mais comme le chef de l'État, le problème c'est la tête. Lorsque la tête se décide que cette fois-ci, il y aura les changements,
Moi, j'espère que nous sommes dans les bons. Et au Congo, madame, il y a beaucoup de sources et de ressources qu'on peut obtenir, même au-delà des 10 milliards. Il y en a beaucoup. Le mal aussi dans ce pays, madame, vous savez, l'administration, un État, lorsque l'administration est morte, c'est un État mort, madame. Lorsque l'administration ne fonctionne pas bien, lorsque vous ne payez pas les gens bien, et vous entendez des lentilles contre la corruption, là, ce sont des discours qui n'ont pas de fondement. La première des choses, comme j'attends toujours dans la bouche des chefs de l'État, il va lutter sur la corruption. C'est ça le moteur au Congo. Oui, mais il ne faut pas de lutte contre la corruption. Je ne voudrais pas soulever là des dossiers qui apparemment ont disparu ce matin. Mais il faudrait dire que l'on entend des détournements par-ci par-là. Une fois c'était 15 millions, aujourd'hui c'est 200 millions. Bon, c'est vrai que les sources, jusque-là, on n'est pas sûr de l'information, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Mais dites-moi, comment est-ce qu'on peut lutter contre cette corruption-là, quand on laisse passer des choses comme ça, jusque-là, il n'y a pas de lumière faite dessus? Le problème, c'est les individus, madame. Et oui, il y a que l'aspect que le chef de l'État et son équipe et les membres du gouvernement mettraient les lois de la République en application. Et surtout de ces domaines-là, qui sera mieux, quel que soit ton rang, quel que soit ton niveau, si on t'attrape avec de tels actes indignes de l'État, donc des détournements, ta place est d'office à la prison. Ça, c'est un travail du chef de l'État et aussi du membre du gouvernement. Donc, ce chef de l'État là justement qui a promis, qui a dit clairement ne pas aller chipoter dans le passé, fouiner, comme on dit, le terme qu'il ne voudrait pas fouiner, mais qui laisse la justice faire son travail. Mais jusque-là, la justice, que fait-elle? Madame, le chef a dit qu'il ne va pas fouiner dans le passé. Il a dit qu'il n'a pas le temps pour ça. Oui. Il est concentré à travailler pour l'intérêt, le bonheur du peuple congolais, en fait. Oui, le bonheur du peuple congolais, c'est pas là aussi. On a dit ce qu'on ne vient pas, madame. Oui. En fait, ne transformez pas un président de la République à l'appareil judiciaire en soi, en fait, bien que le jugement soit rendu en son nom. Il y a la notion de séparation de pouvoir qu'il faut respecter. C'est que le président a voulu dire par là, c'est qu'il ne veut pas s'impliquer lui personnellement dans la chasse à la sorcière. C'est-à-dire, comme je suis là, toi, tu m'avais insulté toutes les années passées ici, toi, je t'ai mis en prison, on cherche, c'est quoi les dossiers que tu as, quel problème? Parce que si on commence à fouiner dans le passé, tous ces gens qui sont là, chacun a quelque chose à se reprocher, pour laquelle l'État peut lui mettre la main dessus. Donc, il ne veut pas, lui, s'impliquer personnellement à faire cela. Lui, il se concentre au travail. Ça, il a dit, la justice doit faire son travail. Il y a le procureur général de la République qui, jusque-là, on se demande aussi la question, c'est qu'il fait exactement. Il a beaucoup de choses, et en tout cas, je ne sais pas s'il était autorisé à répondre aux questions des journalistes. Il a beaucoup de questions qui attendent de réponses de lui. Il y a beaucoup de silence de sa part. On ne sait exactement pas quand est-ce qu'il va se réveiller, quand est-ce qu'il va quitter ses profonds sommeils. Et les années passent. On a l'impression comme si il dort, en fait, ou il ne comprend pas ce qu'il doit faire. Les années passent, oui, mais n'oublions pas que le chef aussi, comme il a dit dernièrement lors de son discours sur l'état de la nation, qu'il a un bilan à présenter. Il sait qu'il a un bilan à présenter. Nous pensons qu'il pense à quelque chose pour cela. Pour le procureur général de la République, je ne pense pas que ça lui échappe. Je ne lui demande pas de changer ou de mettre quelqu'un d'autre. Il est le chef, il sait, mais au moins il ne l'a pas oublié. Il ne l'a pas oublié. Mais là, il fallait comprendre que le chef ne veut pas lui s'impliquer à la chasse à la sorcière. Pourquoi, madame? Vous voyez, nous sommes là, nous sommes dans un pays qui a traversé, qui a connu des moments très difficiles. Et aujourd'hui, le présent que nous vivons aujourd'hui était mal annoncé hier. Ce présent aujourd'hui qui était le futur d'hier était chaotique. Personne ne pouvait comprendre que les choses allaient se passer de cette manière. Alors, il ne faut pas encore remuer le couteau dans la plaie, parce que si on commence la chasse à la sorcière, je vous dis, on risque de tout arrêter et ça peut nous prendre même 5 ans. On arrête celui-ci aujourd'hui, on arrête l'autre demain, on arrête parce que, en tout cas, la liste sera longue et non exhaustive. Donc, on risque d'arrêter presque. Alors, attends, excusez-moi, je vous pose la question de savoir comment ça se fait que pour certains dossiers, nous sentons une certaine promptitude et par rapport à d'autres,
le chef d'État dit ne pas s'en occuper. Par exemple, celui qu'on dit d'être un de ses conseillers qui avait été arrêté pour cette affaire de diamants vendus au nom de président de la République, là directement la justice a agi. Mais lorsqu'il s'agit des gros dossiers comme ça, directement, là c'est la justice qui doit s'en occuper. Là, on sent pas cette promptitude là. Madame, il y a une sélection dans les dossiers. Dans votre question, j'ai senti quelque chose. Vous avez lâché quelque chose et vous avez dit là la justice a agi. Oui. Et je n'ai pas compris comment après vous revenez sur le chef de l'État. Donc, moi, non, mais justement, agit par le biais de qui? Non, puisque c'est quelqu'un. S'il vous plaît, Non. s'il vous plaît, n'accusez pas à Je tort le n'accuse- chef de je l'État de n'accuse s'ingérer personne. dans les affaires de la Je justice congolaise. n'accuse personne. Non, moi, j'aimerais que nous restions sur cet angle-là, en fait, sur l'indépendance de l'appareil judiciaire. Bah alors, restons sur les dépenses de l'appareil Voilà. judiciaire. Quand je Je pose la réponds à votre question, question. comment est-ce que pour certains cas, il y a diligence Voilà. et pourquoi pour d'autres, il n'y en a pas? Voilà, pourquoi, madame, moi je dis ceci. Déjà, c'est quelque chose à encourager. Hum. Pourquoi? Parce que c'est un premier pas, en fait. Nous avons connu des moments où la justice ne faisait rien, ni sur certains dossiers, ni sur les autres. Il y avait de protégés du roi. Il y avait des intouchables dans ces pays. Et ça, ce sont des signaux qui montrent que si on touche à mon ami, bien que moi, on ne m'a pas encore touché, c'est-à-dire on peut aussi me toucher de la main, parce que lui comme moi, nous étions tous des intouchables. Ça, ce sont des signes. Moi, j'encourage la justice sur ces points-là. C'est-à-dire le fait qu'il y a déjà des gens, voire même des collaborateurs du chef de l'État, des gens dans les carrés, le dernier carré du président, qui sont touchés. Donc, c'est un signal fort. Cela veut dire que plus personne n'est intouchable, et tout le monde qui a des problèmes doit et peut répondre de ses actes. Mais alors, il faudra encourager la justice à aller avec cet élan d'une manière générale, qu'il n'y ait pas des exceptions, qu'il n'y ait pas de gens qui bénéficient encore d'une certaine couverture, qui donneraient l'impression de bénéficier d'une certaine couverture. Donc, il faut encourager la justice à aller dans ce sens-là. Et je crois fermement, avec l'implication du chef de l'État, c'est un homme de parole. Nous le connaissons. Vous parlez encore de l'implication du chef d'État Non, alors qu'on voulait qu'on le dise. dans quel aussi. sens? Non, laissez-moi finir jusqu'à Voilà. la fin. Dans quel sens? J'ai dit ceci, c'est un homme de parole. Quand il dit que la justice, en fait, il va redresser la justice de ces pays, la justice deviendra une justice pour tous, alors ça va se faire. C'est question du temps, madame. Ça ne se fait pas, les redressements de la justice, ça ne se fait pas dans une année, madame. Alors, monsieur Ilunga, concrètement, quelles sont les actions sociales que doivent mener sur terrain partis politiques de manière à épauler le gouvernement de la République? De prime abord, un parti politique a aussi pour vocation l'éducation citoyenne. C'est dans des partis politiques qu'on nous apprend à payer l'impôt. C'est à partir de la cotisation que l'on se dit qu'on est aussi redevable à l'État. C'est dans des partis politiques qu'on doit nous dire que ne pas confondre la caisse de l'État avec ta poche. Le parti politique, c'est le socle même de la démocratie. C'est le socle de la démocratie. C'est là où on doit enseigner la démocratie à la population. Parce que la masse ne connaît pas la démocratie. Et les partis politiques font partie de l'élite politique d'un pays, d'une nation. Donc, c'est pourquoi moi, je me dis, la politique n'est pas faite pour les pauvres. Excusez-moi, nous voyons partout dans le monde. Pour aller en politique, je prends un cas probant, Donald Trump. Il a été millionnaire, milliardaire avant d'embrasser la politique. Il a fait du business quand il a eu assez d'argent. C'est alors qu'il a embrassé la politique. Dans un parti politique, on n'adhère pas pour trouver un emploi. Aujourd'hui, je vois, si vous passez devant les sièges des partis, vous verrez, il y a des fiches d'adhésion. Et quel est le credo? Adhérer, puisque nous sommes au pouvoir, on va vous donner un poste quelconque dans une entreprise quelconque. On ne fait pas la politique pour gagner de l'argent. La politique, on le fait pour servir les autres. Donc, un parti politique doit être une école pour apprendre aux autres comment servir son prochain, en particulier les pays en général. Donc, c'est dans ce cadre-là. Je voudrais rebondir sur ce que mon co-débatteur a dit. Il a parlé que nous avons une administration morte en ce qui concerne le budget, mais c'est faux. C'est faux.
l'administration, elle est vivante, elle fonctionne. Sauf que les cabinets politiques ont pris les attributions des administrations. Aujourd'hui, tout se fait dans un cabinet du ministre. Que doit faire un directeur de l'administration? Or, normalement, comment les choses doivent se passer? Le cabinet a un dossier qui l'oriente à la partie technique qui est l'administration, qui traite le dossier. Et à la fin du traitement, l'administration renvoie les propositions des décisions à l'autorité. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus comme ça. Les ministres s'entourent de 120 conseillers. Il prend la place de l'administration. Il y a deux administrations. Il y a l'administration politique du cabinet qui fait tout pour effacer l'administration publique. Donc l'administration existe. Il ne faut pas dire qu'elle est morte. Alors, monsieur Ndjoko, elle n'est pas morte l'administration. Que répondez-vous à votre co-débatteur? Bon, en fait, c'est son droit et il a la liberté de s'exprimer comme il le veut bien. Mais quant à moi, je sais bien, madame, quand madame posait la question, elle voulait tout simplement savoir comment on peut récolter cette somme-là jusqu'à 10 milliards. Est-ce que ce sont des simples discours ou bien ça sera une réalité pour le peuple? Oui, parce que nous comptons aussi sur cet endettement. Enfin, je ne sais pas si c'est de l'endettement ou c'est ce don de l'extérieur. Ouais. Voilà pourquoi que je disais, pour arriver à récolter jusqu'à 80% de ces budgets, on doit d'abord se référer à l'origine qui est l'administration publique de l'État. C'est à ce moment, si on regarde bien, prenez les cas par exemple les gens de ceux qui récoltent les impôts. Ces gens-là, parmi eux, il y a la DGI. Parmi eux, il y a certaines personnes qui ne sont pas encore engagées. Et quelqu'un comme ça, vous l'envoyez pour récolter l'impôt. Vous attendez à quoi? Ça, c'est de 1. Et de 2, ce sont des gens qui sont mal payés. Très mal payés. Et lui, il part à une mission qui peut récolter autant de millions pour la République. Mais lui-même, en soi, il est mal payé. C'est là que je parle d'une administration morte. On devrait revoir à tous ces cas-là et reconduire maintenant l'État dans son Mais tout ça assiette. tourne autour de la corruption aussi, parce que quand vous envoyez un argent... Oui. C'est pourquoi moi je Mais fustige. vous ne pouvez pas parler de la corruption sans toutefois mettre la personne dans sa place, dans sa peau. Lorsque quelqu'un n'est pas bien payé et vous parlez de l'anticorruption, vous n'y arriverez pas parce qu'il est mal payé. D'office, il va pratiquer de mauvaises choses. Voilà pourquoi il faudrait recommencer d'abord par là. Il faudrait d'abord recommencer au niveau de l'administration, réformuler l'administration congolaise et à ce moment, vous attendez à un bon résultat. C'est pourquoi moi je dis que ce n'est pas une administration morte. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce sont ces mêmes régies, cette administration fiscale qui fait la récolte. Et si on a des recettes, c'est par rapport à ces administrations-là. Et vous pensez qu'on atteindra ces 10 milliards-là? Il est possible d'atteindre si et seulement si on y va avec des préalables. Moi, je prends les cas de la TVA. Aujourd'hui, la TVA, c'est une perte pour la République. Excusez-moi de le dire. Comment ça? Parce qu'on n'a pas pris en compte les enjeux sur la récolte de la TVA. Partout ailleurs où on a instauré la TVA, on a commencé par la numérisation. Ça veut dire l'informatisation des systèmes pour percevoir à la source. Si aujourd'hui, on informatise, on fait une intégration du système de recouvrement, on est en mesure de le faire. Je prends un exemple, à titre d'exemple. Prenons les cas des vignettes. Vous savez que tout véhicule automoteur doit payer la vignette. Mais on a combien de Wewa aujourd'hui? Est-ce qu'il paye la vignette? Non. Or, si on commence par payer la vignette par les Wewa, c'est de l'argent. Ce sont des recettes. Les taxes sur le parking. Aujourd'hui, il n'y a que des taximens qui payent. Mais si les Mais ils payent à qui? C'est plus un peu ça. C'est un peu comme M. Jérémy le dit, qu'il y a une fuite là Oui, il y a fuite, il y a coulage des recettes comme le dit. La SECO, par exemple, dites-moi, à qui elle fait parvenir... Non, mais la taxe de parking, c'est pas à la SECO, c'est au gouvernorat. Non, je dis ceux qui perçoivent l'argent, par exemple, à la SECO, qu'est-ce qu'ils font de cet argent?
tous ceux que nous retrouvons, que nous appelons chargeurs aujourd'hui. Oui, ça, ce sont leurs cotisations ponctuelles. Il n'y a pas un document qui leur ordonne mais de c'est prendre ça. enfin, laisser tourner C'est la un service qui tourne, qui fonctionne dans la ville de Kinshasa. Ça veut Urbain les savent. Oui. Donc, s'ils les laissent fonctionner comme ça, ils ne contrôlent rien, ils ne perçoivent rien en retour, à laisser comprendre. C'est pourquoi, Donc, c'est pourquoi moi je dis que s'il faut taxer tout ce qui se passe dans l'informel, on sera en mesure de récolter cet argent-là. Madame les 10 milliards, on peut avoir même plus. Oui. On peut avoir plus, tout est possible dans Comment, ces pays. sans compter sur le FMI, on peut sans avoir, compter sur... vous savez, il y a eu un rapport, je ne sais pas moi, des enquêtes ou quoi, publié par l'ancien conseiller monsieur Luzo Lobambi, en fait, qui disait qu'il y a au moins 15 milliards qui échappent à l'État chaque année. 15 milliards. Et qui vont dans les poches des gens par des manières qu'on ne sait expliquer, miraculeuses ou spirituelles, je ne sais pas moi comment expliquer ça. Donc, ce qui rentre dans la caisse de l'État ne représente même pas, je ne sais pas moi, 30% de ce qui s'évapore dans la nature comme ça. Il suffit de mettre du sérieux sur notre système, notre administration dans l'ensemble. Et moi, je ne dirais pas qu'elle est morte. Bon, en fait, je ne vais pas entrer dans ces débats-là, morte ou pas morte. Ben, ils disent la même chose parce qu'ils veulent la réforme. Et le chef a parlé de la réforme de l'administration. Donc, il a même parlé du modèle belge. Voilà, à l'instar de l'administration belge. Qui a passé plus d'une année sans gouvernement. Donc, mais... Et la Belgique, c'est un des pays du monde qui a une administration bien basée, mieux structurée, et voilà, qui fonctionne vraiment à merveille dans le monde entier. Donc, c'est bizarre, vous parlez, parlez de M. Luzo Lobambi, qui a parlé de ces 15 milliards qui sont fouillés chaque année. Mais ce qui est bizarre, c'est que pourquoi ne fait-on pas appel à ce M. Luzo Lobambi, comme conseiller spécial aussi de l'actuel chef de l'État, pour lui dire comment est-ce qu'on peut recouvrer cet argent? Madame, il ne faut pas forcément faire appel à lui comme conseiller du chef de l'État. Déjà, c'est un Congolais. Il suffit de récupérer l'affaire. On peut l'appeler comme renseignant. Mais la question est de savoir, quand Luzo a mis cela à la disposition de l'opinion nationale et internationale, qu'a fait le procureur de la République après? Non, c'était à lui de s'en saisir. Ce fameux procureur de la République. Vous entendrez des choses, Luzo a fait ceci, parce que Luzo n'est pas dans la justice. La justice devait récupérer l'affaire après, le procureur devait enquêter, le coupable devait répondre. Il y avait tout un rapport. Tout un rapport en fait. Qu'a fait le procureur? Il était au courant de cela ou pas? On ne sait pas. Luzo a fait son travail et c'est fini. Moi je pense que si Luzo, le président, Luzo peut être consulté pour donner ses idées et il ne va pas refuser, étant citoyen congolais qui veut le bien de son pays, mais il n'est pas forcément obligé qu'il soit rappelé comme étant conseiller. Vous avez compris par là qu'on dit pourquoi ne pas récupérer. C'est ce que je dis, madame. Voilà. Donc, toujours moi, ce procureur j'aimerais qui doit se charger de l'affaire de 15 millions, des autres affaires. Moi, j'aimerais, je ne veux pas entrer, les procureurs nous doivent beaucoup de choses. Moi, j'aimerais... Vous êtes entré, vous avez répondu. J'aimerais bien que quand nous parlons de ces genres de choses, ce sont des dossiers tellement complexes que nous n'oublions pas la notion du temps. Madame, nous sommes dans un pays où tout est prioritaire. Nous sommes dans un pays où tout est nécessité, je ne sais pas moi comment appeler, à quel degré. Donc, si vous touchez à celui-ci, on va vous dire pourquoi pas celui-là. Et vous devez toucher à tout au même moment pendant que vous ne pouvez pas. Il n'y a pas qu'une seule personne pour toucher à tout cela. Non, mais quand je parle de ça, je vois, même l'État, madame, il est dépassé. Attendez. Vous êtes dans un pays où, je vous dis, tout est priorité des priorités aujourd'hui. Il n'y a pas un secteur qu'on peut négliger au profit de l'autre. Il n'y en a pas. Il faut toucher à tout. Alors, il faut aller dans les grands points, dans les essentiels. Et il y a des choses où, quand vous vous mettez dedans, ça demande du temps, en fait. Ça demande une réforme profonde. Notamment, cette histoire, il y a une réforme de la justice qui s'implique. Quand on veut réformer l'appareil judiciaire, madame, on va rentrer encore dans le social. Parce que vous savez, il y a des magistrats qui ont été nommés qui ne sont jamais entrés en fonction. Vous savez, il y a des magistrats aujourd'hui qui travaillent dans des conditions qu'on ne peut expliquer. Ils n'ont même pas de bureau. Vous avez d'autres... Le cas de tribunal de voilà un exemple. À Sosa, il y a ceux de Matete. Voilà, donc, et tout ça, il faut entrer. Et quand vous irez là-bas, il y aura un problème d'argent. On vous dira que non, il faut... Alors, nous avons 20 mois d'impayés. Madame, nous avons récupéré les pays dans un trou profond que je ne sais expliquer. Alors, nous y travaillons et nous y parviendrons parce que nous avons un bilan à présenter dans 5 ans. Dans 4 ans.
Ah oui, dans 4 ans. Bah, moi, je parle de Oui, du mandat. dans 4 ans. Et quand on dit on a trouvé le pays dans un trou noir, on va pas parler de Ixor ni de Cerex ici. On a trouvé le pays dans un trou Madame, noir. on ne peut pas le dire. On doit le dire. Oui. On doit le dire. Oui, on a trouvé le pays dans un trou noir, mais la population qui vous regarde ne s'attend pas à ce qu'on lui dise. C'est comme un enfant à qui un papa dit écoute, je ne sais pas te nourrir aujourd'hui parce que moi on m'a pas payé. Voilà, madame. L'enfant ne comprend pas ce langage. C'est ce que j'ai dit ici. La population est C'est très dans ce exigeante. cadre-là. Nous la comprenons. Pourquoi? Parce que la population voulait un changement. La population voulait cette alternance pour espérer le mieux. Et quand il l'a eu, alors c'est comment je peux dire, il est dépouillé de sa patience. Il veut à tout prix vivre même un miracle. Au prix de tout. Oui, parce que donc, constatez-le, hein, le président Félix, c'est celui sur lequel... Il le sait, heureusement qu'il est conscient de cela. On est trop regardant. Et heureusement qu'il est conscient de cela. Lui-même, il sait ce qu'il attend. Donc, il est conscient. Alors, c'est bien que vous avez parlé de... Vous avez un mot à rajouter? Oui, moi, je dis ceci. Le président Félix a un sérieux problème. Pourquoi? Parce qu'il a hérité d'un slogan. Oui. Le peuple d'abord. Oui. Puisqu'il a hérité de ce slogan-là, il doit en tout cas que le peuple veut sentir ce slogan-là de 2011 où tout le monde criait le peuple d'abord. Et c'était d'ailleurs son leitmotiv de campagne électorale. Hein, quand les gens passaient devant les urnes, ils disaient le peuple d'abord. C'est ce qu'on veut voir. On ne veut pas voir des discours, on ne veut pas voir des propositions, mais on veut voir du concret. Alors, c'est bien que vous parlez de discours, de propositions, puisque nous allons entamer déjà le deuxième sujet, qui est l'annonce on va dire, de l'adresse à la nation par le président du Parti pour l'engagement pour la citoyenneté et le développement SID, Martin Fayulu, qui a toujours estimé être le président élu de la RDC. Il va s'adresser ce 30 décembre 2019 au peuple congolais comme l'exige la Constitution pour tout président, et il se dit président de la République. Alors, il faut noter que son adresse vient juste après celui du président Félix Tshisekedi. Alors, c'est à vous, monsieur Njogou, que je pose la parole. Ça ne vous rappelle-t-il pas quelque chose, cette adresse que Martin Fayulu veut faire à sa manière? Bon, tout à fait normal, madame. Sur base des droits, le président de l'ICD, oui, il a cette liberté de s'exprimer, de parler. Mais ce qui pose problème quand ils veulent dire qu'il est le président de la République, c'est là qui pose problème. Pourquoi? Et à chaque fois qu'il s'appelle le président de la République, il me rappelle toujours de l'héritage de son vieux de formation qui est le papa Étienne Tshisekedi, dont il se dit être le digne fils. Voilà, donc en fait c'est une façon d'hériter un comportement de vie. Mais je vais tout petit peu rappeler à M. Martin Fayulu, à un moment donné aussi, M. Tshisekedi, il s'est rendu compte qu'il y avait un chef de l'État dans ces pays, il y avait aussi des institutions dans ces pays. Voilà pourquoi il avait suscité l'idée de dialoguer avec ces gouvernements. Et ce n'est pas tard. C'est le bon moment que M. Martin Fayulu, il peut se rendre compte que maintenant, il y a un président de la République qui est M. Félix Tshisekedi, il y a les institutions de la République en marche, et il peut, en tant que citoyen de la République, amener ses propositions au niveau des institutions de la République. Là, c'est tout à fait normal. Mais quand il nous retourne dans les temps passés, c'est là qui fait peur, en fait. Pourquoi il s'est dit président de la République? Pourquoi il s'est dit qu'il va parler en tant que chef de l'État vis-à-vis de la population? Il est dans le droit, mais il ne faut pas aller au-delà parce que l'institution président de la République mérite un certain respect. Et en tant que citoyen de la République, je lui demanderai, il est normal à mener ses propositions au niveau du président de la République ou au niveau des institutions de la République. C'est tout à fait correct, madame. En lisant même cette lettre-là, il a évoqué de bonnes choses. Il était vraiment dans le chemin et je le félicite même. Il a parlé, donc il était correct. Mais la marche ou démarche, quelle est la façon il amène le fait? C'est comme si vous réclamez un droit, mais en même temps vous tabassez les gens, en même temps vous commettez les infractions. Donc d'office,
Vous écartez. Vous écartez. Donc, M. Fayulu devrait d'abord reconnaître qu'il est citoyen congolais. Il n'est pas le président de la République. Et de deux, il doit amener ses résolutions ou ses avis de son parti ou personnel au niveau des institutions de la République. D'ailleurs, le chef de l'État, il était clair dans son discours de son investiture. Il avait dit que non, il attend tout le monde avec ses propositions, même ses adversaires. Donc, je ne vois pas mal Martin Fayulu aujourd'hui. Il veut décanter, il veut nous faire sortir à une crise. Il y a une crise réellement. Si nos amis du cash ou FCC nous cachent, mais j'ai dit clairement que... Voilà, la rime. Oui, là, voilà, en fait. Alors, si M. Fayulu a hérité d'un comportement de Feu Tshisekedi, le père, dites-moi, quel mal y a-t-il? Puisque celui-là même, Tshisekedi, le père, avait prêté serment à l'imiter, nous en rappelons, dans sa résidence. Et après il a vécu comme un président. Il a vécu comme un président. Non, madame, vous avez dit une chose. Fayulu est l'opposant le plus chanceux qu'a connu ce pays. Fayulu. Jusque-là. Oui, jusque-là. Oui. Ça restera comme ça, en fait. Nous ne rentrerons plus dans une dictature, nous avançons. Fayulu, je disais, est l'opposant le plus chanceux de ces pays. Pourquoi? Parce que Fayulu, aujourd'hui, il bénéficie d'un espace qui est largement ouvert, que même nous, lorsque nous étions dans l'opposition, nous n'avons jamais bénéficié. Fayulu aujourd'hui jouit d'une liberté d'expression qu'aucun opposant n'a vécu précédemment. Donc, et le comble dans tout cela, c'est que Fayulu ne sait pas en profiter dans les bons sens. Fayulu est entré, ça sera un nouvel épisode de, je sais pas moi, de son film ou de sa série qui continue. Donc, déjà, quand il parle d'un discours sur l'état de la nation, je ne sais pas s'il lit les dispositions constitutionnelles qui dit que ça doit se tenir devant le Parlement réuni en congrès. Donc, bon, ça c'est déjà un article qui est en train de violer, de 1. Et de 2, bon, s'il va le faire devant la population, ben, la loi ne prévoit pas que cela soit fait ainsi. Et il va présenter, en fait, il parle au nom de quelle nation, en fait? C'est qui l'a mandaté pour parler, pour présenter l'état de la nation. Vous voyez, c'est pourquoi je disais, moi je n'aime pas qu'on s'attarde là, c'est un nouvel épisode de non, mais c'est un épisode dont il faut parler. Mais madame, mais comme je disais tantôt, le président l'a dit dans l'interview qu'il a accordée à Jeune Afrique, il a dit, il y a des gens qui doivent exister, c'est leur droit. Mais alors, il cherche quelque chose qui fera en sorte qu'il reste dans le mémoire des gens, qu'il reste en actualité. Malheureusement, pour Fayulu, il a choisi le mauvais thème, en fait. Fayulu devrait évoluer comme ses collègues qui ont évolué. Katoum a évolué. Avec son nouveau parti. Voilà. Bon, là aussi, il y a des mystères. On ne comprend pas comment des présidents des autres pour la partis République viennent se greffer. On se demande, bon, c'est une coalition. C'est bon, avançons. Si vous voulez, on va en parler. Ouais, c'est pas le il y a tout dedans. Donc, oui. C'est pourquoi j'aime ces pays, madame. Oui, mais c'est vous qui faites ce pays. Et finalement, on se demande si aujourd'hui, il y a plusieurs parents qui disent à leurs enfants que c'est faire la politique, c'est faire du théâtre. Vous vous rendez compte? Vous voyez, au Congo, vous n'avez plus de raison de stresser parce qu'il y a quelque chose qui peut vous faire rire à tout moment. Donc là, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement, qui dépasse tout ce qu'on a appris sur la politique. On est en train d'apprendre de nouvelles choses. Bon, du genre... chacun fait la politique à sa manière. Voilà, mais madame, il y a quand même des prescrits, madame. Il y a des prérequis, il y a des normes. Oui. On va pas aujourd'hui insérer, je ne sais pas moi quoi. Et vous voyez un parti politique qui dispose d'une équipe de football qui joue au championnat national, ça ne peut pas exister. Mais à la ligne où vont les choses, on risque de vivre ce genre de choses. Déjà, vous avez des présidents des partis qui sont devenus des membres de notre parti politique pendant que leur parti continue d'exister. Donc, il y a tout dedans. Et pour revenir à Fayulu, comme je disais aussi, il y a aussi tout dedans. Ben, il va faire son discours, son adresse à la nation, sur l'état de la nation. Son coup de théâtre, il va le faire. Et ben, la presse en a besoin pour alimenter l'actualité. Ça continue à alimenter les débats. Moi, je pense que ça crée une ambiance dans l'opinion. Ça nous permet de nous déstresser un peu. Donc vous, c'est vraiment ça, juste l'image que vous avez. Théâtre... C'est une comédie, madame.
C'est une comédie. Bon, c'est vous qui le dites. Ça n'a pas l'air de... Nous aurons quelqu'un de la Mouka sur ce plateau, malheureusement. Le quatrième invité n'est pas venu. Il nous aurait donné ni politique, sa ni version des choses. Celle Fayoulou lui-même peut expliquer cela, mais malheureusement, il ne pourra pas l'expliquer sincèrement parce qu'il va se mettre de croc en jambe, parce qu'il voudra expliquer quelque chose qui n'existait pas, madame. Alors, pour Martin Fayoulou, monsieur Jérémy, le pays vit une crise à tous les niveaux, alors que Félix Tshisekedi voit des avancées remarquables. Vous savez, ce pays, avant même notre arrivée, a toujours vécu des crises dans ce pays. Quand vous dites votre arrivée sur naissance sur Terre. Oui. Ah, c'est depuis 1960 qu'il y a eu des crises, depuis 59 même, des crises jusqu'aujourd'hui. On dit toujours il y a crise de légitimité, crise de ceci, crise de cela. On a tout un dictionnaire de vocabulaire pour des crises de ce pays. S'il y a un pays qui est en éternelle crise, c'est la RDC, selon les politiciens. Mais moi, je dernièrement, salue... c'est les tensions aussi. Oui. Moi, je salue cette tolérance qui vraiment commence à s'incruster au sein de la nation congolaise. Moi, je dis que le président de la dynamique vérité des urnes, maintenant c'est comme ça que donc ça s'appelle, la dynamique, et comme on venait de le dire, est digne héritier de président Étienne Tshisekedi. Laissez mon président se reposer en paix, s'il vous plaît. Oui, il se repose en paix, sachant que son digne fils est en train de marcher sur ses traces. Un héritier qui est sur ses traces. Qui est sur ses traces. Moi, je revois encore les images où il y avait le président Martin Fayoulou derrière, il y avait monsieur Moleka qui tenait la Constitution, et puis il a prêté serment. C'est pour ça que je dis pourquoi pas cette tolérance aussi envers monsieur Fayoulou. L'histoire se répète. Il n'y a rien de nouveau. Et c'est bien pour que l'avenir puisse tirer des leçons, parce que à chaque tragédie, je veux vous dire qu'à chaque tragédie, nous devons tirer des leçons. C'est que ça veut dire, lorsqu'il y a une tragédie, nous devons au moins tirer des leçons de ces tragédies-là. Mais moi, je suis parfaitement d'accord avec le président Martin Fayoulou, président de l'ESID. Il a tout ce droit-là. Moi, je ne peux pas interdire à un coq de s'appeler Anne. Hein. Vous savez, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, je peux me réveiller, je dis, je suis pape. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois agir conséquemment à la papauté. Si quelqu'un se croit être celui qu'il est, il a le droit. Hein. La tolérance l'exige. Oui. Je ne trouve pas de mal qui s'appelle président, hein, qu'il se fasse un protocole. Le Congo est rempli de présidents, même vous, je suis sûr que quelque part on vous appelle président. Je ne sais pas, mais il y a de ceux que lorsque je passe, ils disent préso. Voilà. Donc chacun est président dans son coin. Et moi, ce que je dirais, la population a marre de la politique du sensationnel. Voilà. La population congolaise en général acquiert une maturité où le sensationnel ne peut plus lui faire peur, où il ne peut plus suivre parce que quelqu'un a crié sur le toit. Non. S'il y a crise, oui, mais il y a un cadre. Il y a un cadre où il faut en discuter. Oui. Moi, je sais que le président Martin Fayoulou est élu. C'est un élu. Hein, il est député national. Oui. Donc, en tant qu'un président du parti élu, hein, il a un cadre, l'Assemblée nationale. Moi, je rebondis sur son plan de sortie de crise qui ne fait même pas l'unanimité au sein de sa propre plateforme. Voilà. Il devait d'abord débattre au sein de la plateforme, oui, et après, il vient proposer. Et si aujourd'hui, on veut créer cette institution-là, où est-ce qu'on aura le budget, les bureaux, les fonctionnements, les frais de fonctionnement? Et c'est sur quelle base? Or, il y a un cadre légal qui est l'Assemblée nationale. Il peut y aller et proposer une loi. On adopte un cadre organique, on crée l'institution.
Aujourd'hui, tout le monde, d'ailleurs, dans son discours, le président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi, a fait allusion à des réformes institutionnelles. Mais il y a aussi un cadre légal où on peut bien mener. Les sensationnels ne payent pas. Cette population en a marre de faire, d'être toujours victime. En fait, moi, je me dis aujourd'hui, la population n'est qu'un bouc émissaire pour l'enrichissement des politiciens véreux. Ils se disent que nous sommes là pour le peuple, mais moi, à voir et à croire, je comprends que ce sont les politiciens eux-mêmes qui se servent. Hein? La population ne tire rien dans tout ça. Aujourd'hui, tous ceux qui ont voté X ou Y, est-ce qu'ils se retrouvent? Est-ce que vous voyez déjà pour la nomination même des animateurs des entreprises publiques? Normalement, on devait faire une publicité ou un concours. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça se fait dans des plateformes politiques, dans des officines politiques. Ça veut dire, aujourd'hui, le peuple est pris pour un vache à lait. Un vache à lait pour les politiciens. Donc, moi, je dis, il est dans ses droits. Il est dans ce droit de faire tout ce qu'il peut faire, de dire ce qu'il peut dire. Et l'exercice, c'est normal en tant que chef d'un parti. Il peut rendre compte à sa base à la fin de l'année. Alors, c'est bien que vous en parlez, parce que là, nous allons bientôt recevoir un membre de la MOUCA, justement, la personne du président de l'ADDECO, Monsieur Prince Epengue, qui va bientôt entrer sur le plateau. Mais j'aimerais vous poser la question à vous, Monsieur Jérémy Njoko. Comment avez-vous trouvé le discours du chef de l'État? Monsieur Adolphe Muzito le qualifie de creux, de non-sens, du déjà entendu, Bon, monsieur Adolphe Muzito, il est toujours dans son droit de s'exprimer comme... Oh, vous aimez bien dire ça, hein? Oui, Il est dans son droit. Madame, vous savez... tolérant. Oui, en fait, dans ces pays, il faut à un moment donné être tolérant vis-à-vis des autres. Oui. Il ne faut pas toujours incriminer les amis. Quand Oui. ils parlent quelque chose, non, il a mal fait. Non. Laissez quelqu'un de jouir de son droit. Oui. Mais, quant à moi, le discours du chef de l'État, oui, sur le plan fond, oui, ça va. Il a bien parlé. Il a touché presque toutes les couches. Mais le problème est au niveau de la forme, madame. Vous savez, dans de tels niveaux, le chef de l'État fait qu'une année, Oui. et il n'est pas censé à toucher toutes les couches, en fait. Il est censé d'abord à évaluer pendant qu'il est là au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire et qu'est-ce qu'il va projeter pour le demain. Donc, il pouvait faire ce qu'on appelle la gestion des temps. Oui. Il a débordé les temps, ce qui était un peu... Là, vous parlez quoi? De la longueur du discours? La longueur du discours, plus de 2 heures du temps, c'était vraiment trop. Oui. C'était trop pour une année, c'était trop. On a vu M. Kabouya somnoler comme ça. Vraiment, même, Enfin, même la les plupart. cadres, voilà, Oui. des cadres somnolés. Mais je ne sais pas pourquoi tout ça. la caméra s'est plus attardée sur M. Kabouya. Vous êtes du domaine. Voilà. Non. Le problème est que les discours, vous savez, il y a un collège ou une cellule qui s'occupe de telles choses. Oui. Donc, je m'aimerais aussi s'adresser à cette cellule-là. La fois prochaine, il ne faut pas prendre les chefs de l'État de faire de tels discours au-delà des 2 heures du temps. Parce qu'il a fait qu'une année. Donc, on s'attend à lui. Vous pensez qu'en une année, on ne peut pas parler pendant 2 heures de temps, hein? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai bien dit qu'au fond, ça va, mais la forme, c'est-à-dire qu'il faut recadrer certains points. Oui. Ce qui concerne la gestion des temps d'abord. Oui, mais dans le fond, ça c'est la forme, mais dans le fond, comment vous avez trouvé ce discours-là? Je suis clair et net, le chef de l'État, il a bien parlé, il a touché presque toutes les couches des problèmes des populations congolaises, et ce que j'attends de lui, c'est l'accomplissement. Donc on ne peut pas rester dans le discours, on ne peut pas rester dans le verbiage, on veut attendre des concrétisations pour ces discours-là. Parce que pour l'instant, je vous dis aujourd'hui, madame, les gens sont en train de fêter dans les impayements. Mais le discours est là.
Oui. Mais le discours est là. Aujourd'hui, je vous dis, madame, que les gens souffrent jusqu'à preuve du contraire. Il y a des ordonnances qui ne sont pas mises en application. Mais le discours Vous parlez est là. de souffrance, mais la régie des eaux aussi Voilà. a failli nous imposer une souffrance. Heureusement qu'elle s'est ravisée. Non, les Malais, c'est ça le problème, madame. Laissez Et la régie des eaux eaux. et l'État congolais, ils sont toujours dans les différentes correspondances, en fait. C'est ce qui fait mal pour ces pays. Vous êtes en correspondance avec les gens. Et comment ça se fait-il que ces problèmes-là peuvent quitter interne pour sortir devant tout le monde? C'est ce qui fait qu'il y a certains ministres, il y a certaines personnalités qui ne travaillent pas. Entre autres, le ministre de Finances. Oui. Jusqu'à preuve du contraire, ce monsieur ne veut pas signer des ordres de paiement de plusieurs entreprises publiques. Il y a peut-être Pourquoi? une raison. Non, de quelle raison? Il peut s'exprimer, il est dans son droit de dire à la population que si je ne fais pas ça, à cause de ça, il dit rien. Autrement dit, quant à nous, on constate qu'il est en train d'appliquer les comportements de son maître qui est Matata Pogno. Parce que quand Matata était là, tout était bloqué. Tout était Matata Pogno. Voilà, tout était vraiment en souffrance. Et lui, il est venu. C'est un monsieur, vraiment, c'est un monsieur, il a bien travaillé au niveau de la DGI. Oui. Mais aujourd'hui, on s'est dit, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi il se comporte de cette façon-là, de cette manière-là? On ne comprend pas. Il ne fait rien du tout. Même le problème de la régie des eaux. Déjà, madame, je vais retourner encore. Cette loi-là souffre. Pourquoi? La réforme sur les entreprises. Comment la régie des eaux peut devenir une société dans un pays comme le Congo? Madame, une société. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Cette réforme-là, j'ai été toujours contre de ça. J'ai parlé ça auparavant. Oui, bon, ça là, devrait être un service public, en fait, d'aider le peuple congolais de se procurer de l'eau, parce que l'eau est un droit dans la Constitution. Voilà. Madame, je voudrais ramasser quelque chose là, madame. Vous voyez, vous savez, on a dit ici, nous sommes champions dans des mots, nous sommes champions dans des concepts. Nous avons même inventé des choses qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde, mais qui chez nous ont marché. Des formules magiques et tout, en politique, ça va. Mais il y a une chose, en fait, qui a pris place dans le chef du Congolais, c'est que nous personnalisons le problème. C'est-à-dire, nous généralisons nos problèmes personnels. Tu as un problème à toi, tu as des frustrations, et tu veux les généraliser, tu veux le mettre sur la tête de tout le monde. Madame, nous devons comprendre le mot que nous employons. Quand nous parlons de crise, il y a crise. C'est quoi une crise en fait en politique? Qu'est-ce qu'on appelle crise en politique, madame? Et la crise, c'est à quel niveau? Quand vous dites qu'il y a une crise généralisée, attendez, vous voulez nous ramener dans ce que vous rêvez ou dans ce que vous voyez, dans votre pessimisme ou quoi, madame? Nous voyons la façon dont les choses évoluent, nous voyons les différents rapports des différents organismes internationaux et puis qui évoluent au niveau national sur beaucoup d'aspects de la vie, qui continuent de féliciter l'avancement des choses, qui continuent d'encourager de nouveaux programmes, et vous venez ici pour nous dire autre chose. En fait, c'est son droit, comme aime bien le dire mon ami en face, c'est leur droit de dire ce qu'ils veulent, mais alors, soyons sérieux. Surtout quand nous sommes devant le public de ce que nous pouvons dire. Madame, s'il y a crise, comme le dit monsieur Madidi Fayoulou ou bien Mozito, en tout cas cette crise est généralisée et bel et bien dans leur tête. Ça, on doit être clair, madame. Voilà. S'il faut parler du discours, j'aimerais bien qu'on comprenne une chose, madame. Le discours sur l'état de la nation, c'est un discours qui touche tous les aspects de la vie nationale, que le président doit soulever pour toute l'année, à l'opinion devant le Parlement réuni en congrès. Alors, quand on parle du temps, je ne sais pas quelque chose qui soit plus important en ces moments-là pour ces parlements réunis en congrès ou pour ces publics qui suivaient le président, que c'est que le président était en train de dire. Donc, pour dire que non, voilà, il a abusé du temps. Écoutez, madame, moi je peux vous dire, c'est les meilleurs des discours sur l'état de la nation qu'on a jamais entendu dans ces pays. Parce qu'il n'y a aucun aspect. C'est mon droit aussi. Oui, c'est votre droit. Il n'y a aucun aspect qui a été oublié. Oui. Je vous dis aucun. Et pour ne pas abuser du temps, le président a sauté même certaines. Nous étions dans la salle. Ah, donc on peut s'attendre même à 3 heures de temps. Je dis ceci pour vous dire qu'il n'a pas abusé du temps, en fait. Oui. C'était très important de dire tout ce qu'il avait dit. Il n'y a pas un point qui était moins important, il ne fallait pas parler, mais qu'il a inséré dans son discours. Non. Le discours a été préparé de manière à présenter comme tel. C'est un discours bilan, en fait. Bilan d'un an, et c'est un discours qui donne qui présente les prévisions, les objectifs, en fait, les projections de l'année à venir. Donc ça devrait se faire comme ça, madame. Si ça prend 2h30, ben habituons-nous. On doit s'habituer à de telles choses. Tomé Sana. Oui, Tomé Sana, c'est quoi, madame? Alors, pour citer, madame, je reviens à la chose, j'avais oublié quelque chose. Oui.
En matière vous voyez, en matière d'histoire électorale, hein, de contentieux électoraux et tout, partout dans le monde, il y a des contestations, madame. Ça existe partout dans le monde. Mais les contestations ne dévalorisent pas, en fait, le processus ou la chose. L'élection de Trump a été contestée. Partout au monde, il y a des contestations, madame. Même dans des pays de vieille démocratie, il y en a partout. Alors, le problème, c'est quoi? Nous avons adopté une culture ici chez nous, c'est quoi? Quand vous êtes perdant, vous balayez tout des revers de la main, vous ne voulez rien reconnaître, vous voulez qu'on se mette autour d'une table, qu'on partage les gâteaux pour que vous vous retrouviez dedans. C'est ça le problème, madame. C'est pourquoi je disais ici, arrêtez et laissez mon président, mon mentor, Tshisekedi se reposer un peu. Pourquoi? Parce que Tshisekedi n'était pas dans des incohérences comme il y en a avec Fayoulou, madame. Tshisekedi a prêté serment, Tshisekedi s'est considéré comme étant le président élu, Tshisekedi n'a pas reconnu les institutions qui étaient en place. La preuve, il avait demandé aux députés de l'UDPS de quitter l'Assemblée. Ceux qui ont résisté, ils étaient radiés du parti. Ça, c'est le fort chez vous, hein. Radier les gens du parti. Je vous parle de la cohérence d'abord. Madame, je vous parle de la cohérence. Aujourd'hui, il n'y a pas la cohérence. Déjà, il y a un problème d'unanimité dans le truc de Fayoulou, dans cette histoire de vérité des urnes et tout. Il y a ceux qui ont déjà balayé cette histoire, ils ne veulent plus en parler, ils avancent autrement. Je ne sais pas déjà aujourd'hui si on peut parler de l'amour. Alors, M. Pengue qui est là, donc, va nous apporter ses lumières. Déjà, nous vous disons bonjour et meilleurs vœux, M. Pengue. Alors, nous vous demandons déjà de nous dire de quoi s'agira-t-il vraiment, de quoi sera-t-il question dans ce discours du 30 décembre que nous attendons dans l'opinion publique. Bien, merci madame pour votre invitation. Le meilleur vœu également. Merci. Je tiens à m'excuser pour ce retard. Vous savez, il y a des embouteillages partout. Également, nous avons une réunion, comme vous le savez, le président de la République démocratique du Congo, véritablement élu par le peuple. Martin Fayoulou s'envole ce mardi pour Béni. Béni, oui. Il va passer la fête de Noël avec nos compatriotes de Béni. Il ne va pas fêter avec eux. Il va plutôt les consoler, les assister, parce qu'on ne fête pas qu'à la... On est en deuil. Donc, cette réunion-là m'a pris un peu plus de temps que prévu. Voilà pourquoi j'arrive en retard. Je tiens à m'excuser pour cela. Oui. Le président élu va s'exprimer les 30 à sa qualité de celui qui a reçu la confiance des Congolais aux élections du 30. Et donc, il va s'adresser à la nation tout entière. Il va brosser les parcours, à commencer par le mois de décembre 2018 jusqu'au décembre 2019. Il va parler également des perspectives d'avenir. Comme vous savez, pour gérer un pays, il faut premièrement savoir lui donner un horizon, des perspectives, sa vision pour le Congo. Excusez-moi, comme il a fait lors de sa dernière tournée euro-américaine, il va le faire également au pays. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour nous, quand nous parlons de la crise, il y a certains qui pensent que pour qu'on parle de crise, il faut qu'il y ait des crépitements d'armes ou qu'on attend les F-23 à gauche et à droite. Non, la crise, elle est bel et bien là. Je vous ai toujours rappelé, sur ce même plateau, que quand celui que vous appelez chef de l'État prend une ordonnance et que celle-ci reste à souffrance pendant plus de 8 mois, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand il y a des généraux qui quittent le pays sans que celui que vous appelez chef de l'État soit au courant, il y a un sérieux problème. Quand tous ceux qui détournent les 15 millions, les 6 millions et les 200 millions ne sont pas arrêtés, et qu'un certain Mike Mukebai, qui n'a rien fait, coupé en prison, voilà, ce sont des indices pour ne pas dire que, voilà, nous sommes dans une situation, il y a une catégorie de gens qu'on appelle les hommes ou les femmes d'épée des fois, comme dans la Bible, qui ne voient pas tout ça et qui pensent qu'il suffit d'avoir un tapis rouge, il suffit de voyager comme Félix le fait, et on est appelé président. Non, un président est appelé à trouver des solutions pour sa patrie, pour son pays. Et nous sommes en face d'une situation assez atypique, comme Félix lui-même l'avait dénoncé à son temps. Kabila a réussi son coup. Il avait besoin d'un homme qu'il allait mettre là dans un fauteuil pour chauffer les sièges
au moment opportun, il va revenir faire son comeback. Mais nous, au sein de la MOUCA, nous continuons à le dire, il y a crise. Vous savez, Kabila s'est entêté. Moi, personnellement, depuis 2011, je n'ai raté aucune réunion plus haut niveau, que ce soit de la DTP à l'époque, Rassemblement, FAC, Sauver la RDC, jusqu'à la MOUCA ici. Au départ, Kabila s'entêtait quand on disait qu'il y a crise en 2011. Je me rappelle d'avoir été un des initiateurs de la campagne Dialogue franc et sincère en 2011-2012. Et à l'époque, Kabila boudait, Kabila disait il n'y a pas de crise. Papa Tshisekedi disait après les accords d'Addis Abeba et tout ça, Kabila disait il n'y a pas de crise, les chiens aboient, la caravane passe. Mais Kabila s'est rendu compte plus tard qu'en tout cas, il y avait une crise. La crise, elle est là. Sauf que pour le cas de Kabila, il a organisé plusieurs dialogues, en réalité, pas pour résoudre la crise, mais pour l'aggraver et débaucher. Et comme il avait un parti pépinière qui était l'UDPS, qui lui offrait... ce parti-là même qui lui a fait... qui a lutté contre lui, vous l'appelez un parti pépinière. En réalité, après la mort de Tshisekedi, l'UDPS n'a rien fait que d'aider Kabila à se maintenir au pouvoir. Tchibala est sorti d'où de l'UDPS, Badibanga est sorti d'où de l'UDPS, Félix lui-même est le dernier débauché de Kabila est venu d'où de l'UDPS. Donc, croyez-moi, jusque-là, l'UDPS n'a fait que donner des béquilles à Kabila. Et les derniers en date, c'est Félix Tshisekedi lui-même. Donc, pour dire que tel qu'on s'est bâti avec l'UDPS quand Papa Tshisekedi était là, comme vous le savez, les slogans à l'époque, le peuple d'abord les démontraient suffisamment. Kabila doit se retrouver en prison, Kabila est un usurpateur, Kabila est un imposteur, ce sont les mots de Félix Tshisekedi lui-même. Aujourd'hui, il appelle son frère et nous, il nous appelle des Balokia Congo, comme il a dit. Donc, nous pensons que cette fois-ci, le dialogue que nous, plutôt la proposition de sortie de crise que nous avons mis sur la table, c'est tout simplement un acte responsable. Et la crise, elle est là. N'attendons pas à ce que demain les choses deviennent incontrôlables. Nous avons dit, voilà, pour sortir le pays de cette crise, voilà ce que nous proposons. Bien sûr, chacun est libre d'accepter ou de refuser. Et le président élu pense que si nous réformons les institutions, si nous mettons la CENI et la Cour entre les mains de notre peuple, oui. Si demain la CENI et la Cour échappent au contrôle exclusif de Kabila, on peut avoir des élections réellement démocratiques dans ce pays. Alors, M. Le débat est là, oui, ceux qui pensent que c'est une mauvaise idée s'expriment. Oui, je demanderais d'avoir M. Jérémy de Ilunga, qui est juste en face de vous, qui est analyste politique indépendant, de pouvoir dire, parce que je pense qu'on vous a tous suivi religieusement ici, de relever comment vous trouvez ce que M. Penge vient de dire. Le pays est en crise, il affirme haut et fort. Je venais de le dire tantôt, que ce pays a toujours été en crise depuis 1960. C'est ce que les politiciens nous disent chaque jour. Je les leur concède, ils sont maîtres de leurs mots. Mais je relève quand même une incohérence, parce que je me dis que la MOUCA se trouve aussi dans les institutions. La MOUCA est au niveau du Parlement, et le Parlement, c'est un cadre légal. C'est un cadre légal où tout le monde peut s'exprimer. Lorsqu'on veut résorber une crise, on ne peut pas créer une autre crise pour résorber une crise. Ça veut dire, si l'on se dit qu'il y a une crise, mais au moins il y a des cadres légaux pour traiter et gérer cette crise-là. Ce n'est pas dans la rue, madame. Ce n'est pas dans la rue qu'on peut traiter les affaires de l'État. Non, il y a des institutions. On se dit président, oui.
Mais le président ne travaille pas seul. Oui, là on se le dit. Même si le président Fayoulou, qui se réclame être l'élu, je le lui concède, mais il ne travaille pas seul. Il doit avoir des conseillers, et ces conseillers doivent leur dire, notamment M. Epengue. Vous savez, M. Fayoulou, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Mais je crains fort les incohérences. Lorsqu'on dit tenir un discours sur l'état de la nation, bon, oui, je le lui concède, mais il y a un cadre, il y a des lois qui régissent cet exercice, parce que c'est un exercice. Notamment les deux chambres doivent être réunies en congrès. Mais ce que moi j'aime en président Fayoulou, c'est quoi? C'est que lui, il accepte les élections législatives. Les législatives, c'est bon. Il n'y a que les présidentielles qui ont été biaisées. Mais puisqu'il accepte les législatives, il peut au moins aller proposer son idée de sortie de crise dans ce cadre-là que lui accepte. Le Parlement. Bon, déjà que dans ce plan de sortie de crise, il est dit que Cash et FCC vont garder la direction du pays, alors que donc, la MOCA va s'occuper de la réforme. On sous-entend qu'il accepte la vérité des urnes. Parce que s'il dit FCC Cash sera aux affaires, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont aux affaires. Comment ils vont encore accepter quelque chose qui existe déjà? Justement, M. Jérémy, comment est-ce que M. Fayoulou pourra-t-il faire adopter son plan de sortie de crise alors qu'il n'a pas l'impérium et qu'il a rejeté autrefois cette main tendue qu'il a traité même de sale? Les idées aujourd'hui où la MOCA étant une plateforme et SID est un parti politique, M. Fayoulou, il s'exprime en tant que président de son parti politique et je pense pas qu'on peut l'incriminer du tout, mais au moins, je l'ai dit ici, la forme, et il a violé la forme. Pourquoi? Tout simplement en s'appelant le président de la République, pendant que dans des grandes institutions internationales, ils acceptent au moins dans ces pays, il y a un chef de l'État. Si aujourd'hui un chef de l'État est resté au niveau des États-Unis, à la France, Belgique, tout ça, et aujourd'hui, M. Fayoulou dit qu'il est le président de la République, il est dans son droit et je le respecte, mais vraiment la forme, il a perdu la forme. Et pourquoi? Tout simplement, la crise, quand il parle de la crise, c'est tout à fait correct. Moi, je soutiens que dans ces pays, il y a la crise. Il y a la crise sur tout le plan, en fait. Mais de ce côté-là, vous êtes d'accord avec M. Fayoulou? Là, je suis d'accord avec M. Fayoulou qu'il y a la crise. Il y a la crise dans toutes les couches. Mais le problème, maintenant, la forme qu'il nous a présentée. La forme qu'il nous a présentée. D'abord, de bannir les élections ici et mettre une réforme, c'est-à-dire que Cash et l'FCC dirigeaient le pays pendant 18 mois et il ne se rend même pas compte même de la dépense. Si on revient... D'ailleurs, c'est cautionner l'illégitimité même. Voilà. Mais il ne se rend même pas compte des dépenses. Et aujourd'hui, le pays est en chaotique, de la souffrance. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais quand M. Fayoulou évoque cette suggestion-là, je trouve qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire que lui... L'incohérence. L'incohérence, et il a aussi besoin, lui aussi, il y arrive dans ses... de se retrouver aux affaires. De se retrouver aux affaires. Voilà, c'est ce qu'il cherche. C'est ça sa démarche. Il a vu que non, l'autre, ils étaient dans le même camp, il s'est retrouvé. Et maintenant, moi, je suis là, je souffre tout qu'on sort. Je dois chercher des voies et moyens pour s'en sortir et s'en bénéficier aussi. C'est ça la démarche de M. Fayoulou. Et qu'on ne se le cache pas. S'il cherche la crise déjà dans les Lamouka, il y a aussi la crise. Il commence d'abord à résoudre la crise de Lamouka. Mais d'abord, attendez, messieurs. Lamouka aujourd'hui, c'est un coquille vide. C'est un coquille vide aujourd'hui. Il doit d'abord commencer là-bas, comme il veut se faire sortir comme étant un héros, un pacificateur. Il commence d'abord dans sa maison. Il commence d'abord là-bas. Jean-Pierre Bemba dans son coin, Moïse Katumbi dans son coin. Lui maintenant, il est dans un mariage là, scellé avec son frère Mouzito. Rien ne marche là-bas. Il commence d'abord là-bas. Et dès que nous allons vivre les retombées, il peut maintenant arriver au niveau de la République. Alors,
crise, d'après M. Pengue, ne veut pas dire crépitement de balles, ne veut pas dire qu'il y a un M23 à chaque coin de rue. Madame, il m'a enrichi. Oui, il vous a enrichi. Monsieur Pengue, il m'a enrichi parce que c'est ce que je disais ici, nous devons savoir comment, c'est que nous appelons exactement crise. Donc, et là, il m'a enrichi pour dire que ce n'est pas seulement ça. Et c'est moi aussi, je complète pour dire que ce n'est pas aussi ce qu'il dit. Parce qu'en politique, on parle de crise, c'est-à-dire trouble dans le fonctionnement normal des institutions, du régime politique ou des activités, en fait, du rythme politique d'un pays. C'est ça qu'on appelle crise en politique. Donc, quand un ministre de Finances, s'il vous plaît, je fais une relance. Quand un ministre de Finances se permet de bloquer... Ce n'est pas, madame, il y a des problèmes, il y a des crises. Sachant qu'il y a des problèmes, ça existe et ça existera toujours dans chaque société. Oui. Ça sont des problèmes qu'il faut résoudre. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a une crise politique dans ces pays. S'il vous plaît. Toutes les institutions aujourd'hui travaillent normalement, calmement et comme il le faut. Mais des petits problèmes, ça ne manque pas. Dû à quoi? Dit peut-être... à deux différentes façons de voir les choses, des bords politiques, l'autre de celui-ci, l'autre de celui-là, c'est des chocs qu'il y en a. Et nous sommes en train de vivre une expérience qu'on n'a jamais vécue, qui heureusement nous a épargné les chaos. Cette expérience que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train d'écrire une histoire, madame, dans ces pays. Si jamais il faudra avoir coalition, si jamais nous connaîtrons encore ces genres de camps où le président sort de notre, la majorité sort de notre cas, ça sera encore meilleur, plus meilleur, voulais-je dire, parce qu'on serait inspiré de ce qu'on a connu dernièrement, madame. Je vous dis, cette crise n'existe que dans la tête de Fayoulou, et Fayoulou ne peut que crier à la crise pour survivre politiquement. Parce que Fayoulou ne pourra jamais vous dire un jour qu'il n'y a pas de crise. Madame, si on se mettait autour d'une table, on acceptait d'appliquer, comment on dit, sa proposition de plan de sortie, en ces moments-là, pendant ces moments-là, toutes les crises seront résolues. Enfin, on ne parlera plus des crises. Mais si jamais il y avait un rebondissement de la situation, où on annulait cette histoire, on revenait encore avant, Fayoulou va encore créer à la crise, madame. La crise, c'est quoi en fait? La crise, c'est quand vous ne vous retrouviez pas comme vous l'avez voulu. C'est ça la crise. C'est-à-dire de qui, de lui alors? De lui et des Mouzites ou de tout cela en fait. Quand vous ne vous retrouviez pas dans vos attentes, c'est ça la crise. C'est-à-dire que vous attendiez à autre chose, vous avez pris autre chose, c'est ça la crise, madame. Cette crise n'existe que, parlez-moi peut-être qu'il y a une crise sociale en fait, parce qu'il faut, pour satisfaire les besoins sociaux de la population. Mais quand vous dites la crise politique, madame, il n'y en a pas. Je vous dis la crise politique actuellement, il n'y en a pas. Nous avons des problèmes de sécurité que je mets dans le panier de problèmes sociaux. Tout ça, il n'y a pas la crise politique, toutes les institutions fonctionnent. Normalement, on appelle crise le trouble dans le fonctionnement normal d'un régime politique. Or, le régime fonctionne normalement. Les séparations des pouvoirs est respectées, chacun reste dans son coin. Félix, comme vous l'avez remarqué depuis longtemps, déjà, il n'est pas dans cette politique de s'ingérer ou d'entrer dans le truc, il n'est pas dans cela, il laisse les temps, il recadre, il fait les choses. Madame, il y aura des problèmes. Il y en aura toujours, même si on mettait, vous voyez tous les hommes politiques actuellement, vous les mettez tous au gouvernement, je vous dis, il y aura toujours des problèmes. Déjà, cette crise commence dans la Mouka, et Fayoulou nous ramène, c'est pourquoi je vous ai dit, le problème ici c'est quoi? Votre problème individuel, vous les généralisez. Fayoulou a pris les problèmes de crise qu'il y a dans la Mouka, et l'a généralisé sur le plan national. Vous avez Katoumbi là-bas qui recrute des cadres des autres partis politiques officiellement. Vous avez ici lui, on ne sait pas où est passé Jean-Pierre Mbemba. Les 3 mois de Jean-Pierre Mbemba, on ne sait pas présenter les bilans dans la Mouka, il n'y a eu rien. Le Messie était concentré à autre chose. Aujourd'hui, lui, on a cédé ça à Mouzito, mais c'est Fayoulou qui est toujours mis, qui est en phare. On ne comprend exactement rien. Je salue l'idée d'aller passer le réveillon, la nativité du Christ, de Noël et tout ça à Béni. Tout Congolais peut le faire. Et on ne peut pas lui empêcher. Je vous ai dit ici aujourd'hui, il n'y a pas de crise. La preuve, Fayoulou jouit d'une liberté d'expression, d'une tolérance qu'aucun opposant n'a vécu dans ces pays, madame. Alors ça, pour ça, il doit être reconnaissant, Félix Tshisekedi, comme étant son président, le vrai président de la République. Parce que ni t'étais Félix Tshisekedi, madame, si, excusez-moi, je n'attaque pas, mais si Kabila était encore au pouvoir, Fayoulou n'aurait pas eu le temps de faire tous les concerts qu'il a livrés, madame. Nous savons comment ça fonctionnait à l'époque. Nous étions dans l'opposition, nous savions comment ça terminait. Fayoulou livre ses concerts librement, partout où il va, sa danse cartonne. Il jouit de la pleine liberté qu'il veut, madame. Alors ça, il doit au moins reconnaître qu'il y a une décrispation politique qui lui permettent d'exercer, de donner son opinion comme il le veut bien, madame. Donc, ce côté-là, ne vous en faites pas. Les contestations, il y en aura. Et mais nous, on ne va pas perdre le temps
à entrer dans cette histoire, il va continuer à protester parce que sa survie politique en dépend. Le président l'a dit il y a 2 jours, à l'interview de Jeune Afrique, ils se sont accrochés à cela pour survivre. Parce que Fayoulou ne se voit pas comment il va vivre politique. Madame, vous savez faire l'opposition. Faire l'opposition et la vraie opposition, vous devez avoir des arguments. Vous savez, vous devez avoir des arguments. Et s'il dit il est le président élu, il est le président du peuple, il revendique tout cela. Mais pourquoi Fayoulou n'ose pas le ton quand le peuple est là, a de problèmes en fait? Pourquoi le député de la Mouka qui se réclame de l'opposition au Parlement, lui, leur président, s'est dit il n'est pas de l'opposition, lui, il est le président élu, mais il y a les députés qui sont dans l'opposition. Ce sont des incohérences qu'on est en train de noter. Avec Tshisekedi, ça n'a pas existé. C'est pourquoi je vous dis, laissez mon président, l'âme de mon président reposer en paix, mon mentor. Lui, quand il prenait une ligne, il y restait, il était rigoureux, il était intransigeant, il ne mêlait pas de choses gauche à droite. Donc, les autres problèmes sont les problèmes de la coalition du mariage. Vous savez, papa il venait avec ses enfants, maman venait avec ses enfants. Mais c'est donc une famille recomposée comme on dit. Mais c'est comme ça, c'est ça la coalition, madame. C'est ça la coalition. Okay. Donc, mais c'est papa qui gère la famille et papa ne va pas entrer dans les émotions de la maman ou encore dans les émotions des enfants qui se donnent des coups de temps à autre. Papa est là pour recadrer, pour veiller à ce que la famille reste toujours unie et soudée. Et le président l'a dit, je le répète, il n'y a qu'un seul patron et le patron, c'est moi. Madame, nous avons un problème aujourd'hui. Nous nous sommes habitués à vivre la mort d'un président avant de voir son successeur. C'était ça, c'est ce rythme que ces pays a vécu en fait. Aujourd'hui, nous vivons une nouvelle expérience. Nous voyons un président en plein exercice et son prédécesseur en vie, qui en vie. Donc, qui réclame l'autorité morale d'une plateforme politique également, madame. C'est une expérience qu'on n'a jamais vécue. Et on nous propose même un billet où on les voit se faire des accolades. Arrêtez cette histoire, madame, c'est passé. C'était une proposition de la commission qui n'a pas été adoptée, qui est passée. Ne nous muselez pas non plus. Non, ne le muselle pas. Non, nous n'avons pas soutenu. C'est l'UDPS qui a osé, madame, je vous dis, c'est l'UDPS qui a osé le ton le premier pour contester cette histoire. De ce côté-là, en tout cas, j'ai dit bravo à la base. Le communicateur de l'UDPS, allez même sur les réseaux sociaux, allez partout. Nous étions le premier à contester cette histoire. Bravo, le ministre d'État en charge, près le président de la République et de l'UDPS, il est de la Fédération Belgique, mais quand sa commission a présenté quelque chose qui était anormal pour nous, nous avions dit, c'est ça la différence avec nous, madame, le parti qu'on ne respecte pas aujourd'hui. Nous, chez nous, on sait dire non. Que tu sois avec nous ou pas, quand tu marches de travers, quand tu fais des choses où on dit le peuple est d'abord, on ne se retrouve pas dedans, on te dit niet. Nous sommes ensemble, tu es notre camarade, on a été ensemble, mais là, attention, Torobé Bana. Nous, avec nous, c'est comme ça, madame. Donc, nous étions contre lui, ça n'a pas passé cette histoire. C'est ce que je vous dis aujourd'hui, madame. L'UDPS, quand on dit que l'UDPS a servi des béquilles à Kabila, je vais citer par là, madame. Écoutez. Oui. L'adhésion à un parti politique. Hein. Je pense qu'il va y avoir une heure de... L'adhésion à un parti politique... Vous allez clôturer, M. Pengue. L'adhésion à un parti politique est libre. La démission, l'acquittement aussi est libre, madame. On ne va pas vous obliger à rester dans un parti politique. L'IDPS n'a jamais recommandé à Kabila des cadres du parti. Quand on veut nommer quelqu'un d'un parti politique, il y a une recommandation qui vient de son parti. Kabila n'a jamais reçu. Kabila a consulté Moubaki. Quand Moubaki était parti répondre à l'appel sur concertation nationale, Moubaki vous l'a dit. Il a dit à la télé que non, je suis parti à titre individuel. Et non sur l'IDPS, parce que l'IDPS n'avait pas envoyé. Quand Kabila a pris Badi Banga, c'était à titre individuel. Chibale également à titre individuel. Ben, attends. Kabila trouvait qu'il y avait des gens matures au sein de l'UDPS qui pouvaient l'aider à accomplir son plan, en fait, des gens qui étaient mûrs en politique, qui savaient, il s'est servi de cette image-là pour se prolonger, il s'est servi d'eux, mais ce n'est pas l'UDPS qui a construit. Alors, voilà. Le président de Kabila, c'est Félix Tshisekedi, excusez-moi, lui-même, en Boula Lodge, il a commencé par l'air dire respecter les institutions en place. Le chef de l'État est une institution. Merci. Ok. Alors, nous allons s'y respecter. Nous allons, bien sûr, le temps qui nous avait été imparti pour cette émission touche à sa fin. Malheureusement, M. Pengue, qui aurait pu vraiment alimenter ce dernier sujet, est venu avec retard. Mais nous allons parler de Béni, M. Epengue. L'amour du journal Béni du 20-86, c'est exact? 20-86, 2 jours dans le Nord Kivu afin d'exprimer sa solidarité envers la population de ce coin. Oui. Alors, quel est le message d'espoir que M. Martin Fayoulou compte apporter à ce peuple meurtri? Avant tout, c'est d'être ensemble avec nos compatriotes à qui on a promis la sécurité. Monsieur Chilombo a dit à celui qui voulait l'entendre que la sécurité à l'est du Congo passe par l'implication de Kagame.
Aujourd'hui, nous savons où on en est. Pas plus tard que, je crois, hier, on a tiré encore. On nous a dit que les miliciens auraient contourné l'armée. On a envoyé les généraux kabylistes qui ont été d'une manière ou d'une autre impliqués dans la vente des armes au M23 à l'époque. Vous aviez suivi les rapports de la MONUSCO. Félix Tshilombo arrive, il prend les mêmes généraux, il les envoie à l'est du pays. En fait, Félix est en train de faire exactement ce que Kabila avait prévu. C'est là où nous pensons que la présence du président élu Martin Fayulu est vivement souhaitée. Moi-même, j'ai eu des appels de Butembo et il y en a qui se préparent déjà pour l'accueillir demain à l'aéroport à Beni parce qu'il va atterrir via Goma. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'Est est une trahison. Félix va signer les accords avec les Rwandais pour que les M23 rentrent au Congo officiellement. Non seulement ils vont rentrer au Congo, mais certains vont intégrer l'armée nationale. C'est-à-dire qu'on revient dans le processus de mixage et de brassage. Et croyez-moi, madame, ces M23 fait beaucoup de mal à l'est du pays. Ils ont tué, ils ont violé. Une fois arrivés au Rwanda, ils étaient devenus des Rwandais. Maintenant que Félix vient de signer l'accord de la trahison avec les Rwandais pour que les M23 rentrent, comme si les millions qu'ils ont tués au Congo ne suffisaient pas, Félix leur dit rentrez au Congo, venez tuer encore. Et cette fois-ci, certains vont intégrer l'armée nationale. Il ne s'arrête pas là, sa trahison. Il va signer les accords avec les Rwandais pour que certains généraux rwandais viennent. Il y a une conférence à Goma où maintenant l'armée rwandaise peut entrer au Congo, soit en prétextant qu'ils viennent traquer ensemble avec les FRDC, les FDLR et les autres. Mais en réalité, l'armée rwandaise vient pour infiltrer l'armée congolaise comme ils en ont l'habitude. Donc, aujourd'hui, il faut que nous puissions le dire haut et fort, que peut-être sans le vouloir et sans le savoir, Félix est en train carrément de vendre l'Est du pays. Certains iront même à dire qu'aujourd'hui, Kagame détiendrait les certificats d'enregistrement du Congo comme sa parcelle à lui. Et donc, le président élu Martin Fayulu va pour dire à nos frères de Béni que nous sommes ensemble avec eux. Et le peuple congolais l'a élu comme président de la République, en connaissance des causes. Aujourd'hui, il est empêché de gouverner le pays, mais qu'il tient à l'intégrité du territoire national, surtout à ce qui concerne l'Est du pays. Le Congo doit rester un et indivisible, et surtout le consoler. Après les tueries, les assassinats, les viols, les kidnappings et autres, le président Martin Fayulu a jugé bon. Déjà, alors qu'il était en Europe, beaucoup l'ont appelé. Il y a eu des messages, des pétitions signées et publiées dans la radio catholique de Butembo Beni pour demander à ce que le président Fayulu, une fois au pays, fasse un tour à Goma. Mais je ne terminerai pas sans dire un mot aussi, parce que vous avez parlé du bilan de M. Félix Tshisekedi. Moi, je crois que quand on fait un discours sur l'état de la nation, il y en a qui pensent que c'est un discours sur l'état de la nation. Moi, je dis, ce n'est pas un discours sur l'état de la nation. Ce que le président de l'IDPS, Félix Tshisekedi, a fait, c'est en réalité une véritable lettre d'amour adressée à son partenaire Joseph Kabila. Je vous rappelle que le président, c'est Jean-Marc Abounda, pour le moment. Je ne le reconnais pas, je le connais comme président de l'IDPS. Okay. Il est président aux yeux de Kabila qu'il a nommé. En tout cas, pour la MOUCA, pour notre partenaire de Congo, il reste le président de l'IDPS, avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges avec lui comme président de l'IDPS, donc je le considère ainsi. Parce qu'il n'a jamais réussi la confiance des Congolais. Vous regardez son discours du début jusqu'à la fin. Il n'y a que des éloges à l'endroit de Kabila. C'est comme ça que je vous ai rappelé la fois passée qu'en réalité, c'est que certaines personnes considèrent comme un coup de foudre ce mariage entre Kabila et Félix n'en est pas un. Il y a une étape de fiançailles. Rappelez-vous des accords bizarres, de Venise et autres. Félix a commencé à flirter avec Kabila politiquement depuis longtemps. Et quand est-ce que Kabila a commencé à courtiser Félix? Parce que là, on a vu directement le mariage. Pourquoi je vous ai dit, il y a une étape de fiançailles politiques. Quand il voyageait avec Néhémie à Ibiza, oui. Quand il partait avec Néhémie à Venise, en Italie, ils ont fait même la France. À l'époque, oui. Alors que le vieux Tshisekedi était malade. C'était déjà l'huile de miel, quoi. J'ai été consulté par Félix en personne. Oui.
à l'époque de Mavungu. Donc, en fait, quand j'ai rappelé que l'IDPS a toujours donné des béquilles à Kabila, c'est l'IDPS qui a servi Kabila nuitamment, alors que nous pensions, alors que ce peuple s'est mobilisé pour le changement, l'IDPS, à l'insu de Papa Tshisekedi, avec Félix Mavungu, traité avec Kabila. Donc, vous regardez son discours, c'est Kabila, son frère, c'est grâce à Kabila. Félix Tshisekedi vous dit, il affirme ça avec 1 kilo d'acier, que c'est grâce à Kabila qu'on a eu la tenance, c'est Kabila a respecté la Constitution. C'est non Félix Tshisekedi. Alors la question qu'on se pose, si Kabila là, ça confirme un peu ce que vous dites dans la Mouka, que c'était une nomination. Bien sûr, si Kabila avait respecté la Constitution, pourquoi on a eu les élections 2 ans après? S'il y avait eu les élections en 2006, en 2016 plutôt, Papa Tshisekedi aurait été candidat. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est celui qui serait à la tête du pays. Cet homme-là qui a fait que le corps de ton papa reste 2 ans à l'étranger. Tshisekedi même est mort. Kabila s'était résolu de le punir en gardant son corps dans le frigo pendant 2 ans. Félix appelle cet homme-là son frère. Et nous qui avions combattu avec lui, il dit, nous sommes des sorciers. Et Kabila, qui a fait que les élections n'aient pas lieu en 2016, Kabila qui a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'élection, pour modifier la Constitution. Et Rossimo a été tué comment? Parce qu'il a été attrapé avec la femme de son voisin. Thérèse Kapangama est où maintenant? Elle a été tuée. Parce qu'elle serait sortie avec le mari de sa voisine. Non, tous nos frères là étaient tués sauvagement pendant que nous marchions pour exiger les élections, pour exiger le respect de la Constitution. Mais curieusement, Félix nous dit au Parlement que voilà, c'est grâce à Kabila qu'on a eu des élections, c'est grâce à Kabila qu'il y a eu changement, qu'il y a eu Kabila son frère. Il appelle en Allemagne son consultant. Il dit que lui consulte Kabila parce que Kabila a une expérience à vérifier la gestion de l'État. Quelle expérience? Boudoudia Congo. C'est ça l'expérience de Kabila. Est-ce que son partenaire Kabila peut nous dire qu'est-ce qu'il a fait de nos frères Kassaïens? Qu'est-ce qu'il a fait de nos frères du Bas-Congo, Boudoudia Congo? Qu'est-ce qu'il a fait de l'Équateur? C'est ça l'expérience que Félix veut se servir pour diriger la nation. C'est là où nous disons que Félix sera pire que Kabila. Si par malheur, il ne cesse que 3 ans à la tête de l'État. Donc pour nous, le danger est là. Tout est clair. Les choses que Kabila s'est privé. Vous savez, Kabila, quand il était ostensiblement président, et il s'est privé de certaines choses. Quand, par exemple, il racontait Kagame, il les faisait en cachette. Mais Félix, même dans une salle, se donne le luxe de se taper les mains avec Kagame, prendre siroter un verre de whisky ensemble, alors que c'est lui le fossoyeur de la République. Plus de 6 millions de morts. Malheureusement, monsieur... Aujourd'hui, c'est cet homme-là que Félix veut nous montrer que voilà, s'il y aura la paix à l'Est, c'est Kagame qui va nous aider à avoir la paix. S'il y aura la paix à l'Est, c'est l'autre là de l'Ouganda. Donc nous disons, bref, que en fait, ce qu'on a vu au Parlement, ce n'est pas un discours sur l'état de la nation. Comment vous l'appelez alors? C'est un discours sur l'état de son couple avec Kabila. C'est une lettre d'amour envoyée à son partenaire Kabila. Mais pour nous, tous ceux qui pensaient, ou qui pensent que cette alliance-là, lui, il est en train de dire que voilà, non, il y a quelques agitations. Il n'y a pas d'agitation. C'est un cinéma qui joue. Kabila et Félix resteront pour les meilleurs et pour les pires. Mais au peuple, nous voulons dire, vous avez vu l'exemple. Pourquoi Félix veut faire des cadeaux à Kabila en tout et sous toutes les formes? Est-ce que vous me permettez de... Avec les mots, il lui fait des cadeaux. L'argent de l'État, il lui fait des cadeaux. Tout ce que Kabila demande, Félix se donne. Même les 6 millions. En réalité, c'est pour les beaux yeux de Kabila. C'est Félix qui a décidé de décaisser les 6 millions. Les gens vous trompent. C'est lui qui a dit pour faire cadeau à son partenaire, décaisser les 6 millions, faire plaisir à Kabila. C'est Félix qui a l'hôtel de cette affaire. On nous dit que c'est l'IDPS qui a créé. Ce n'est pas l'IDPS. C'est le peuple qui a refusé que Félix décaisse 6 millions pour faire plaisir à son partenaire. Ce n'est pas l'IDPS. L'IDPS a d'accompagner Félix dans toutes ces bêtises-là. Je vous convie tous,
Donc, appelez-moi prochainement à temps parce que là, j'ai eu voilà, appel 5 minutes, là où ils ont parlé 30, 40 minutes. Monsieur Pengue, ça a toujours été votre... 1 minute 30 secondes, madame. Voilà, vous savez, chacun, on va dire 2 minutes pour clôturer cette émission. Moi, je vais en avoir 4 parce que moi, je n'ai pas suffisamment parlé. Vous êtes venu en retard, monsieur Pengue, c'est de ma faute. 2 minutes, madame. En fait, oui. Madame, 2 minutes, je crois parce que la réalisation est encore gentille pour nous rajouter... L'émission a aussi un caractère pédagogique. Quand nous venons ici sur le plateau, nous devons savoir qu'il y a de ceux qui nous suivent, qui apprennent quelque chose, qui notent quelque chose. Bien sûr, alors, surtout on ne doit pas venir raconter du n'importe quoi, madame. Surtout cela. Et pas des fausses informations, s'il vous plaît. Quand vous n'êtes pas informé, renseignez-vous, ne venez pas raconter des histoires qui vous passent par la tête ou comme vous voulez bien caresser les oreilles de ceux qui veulent bien vous entendre. En fait, il n'a jamais été question, sur le plan sécuritaire, il n'a jamais été question des opérations mixtes de l'armée rwandaise, congolaise. Non. Non, madame. Ce qu'il y a eu à l'est du pays avec les généraux de pays voisins, c'était pour l'échange d'informations, madame. Le porte-parole de FARDC l'avait rappelé. Ça, c'est une fausse information. Félix n'a jamais signé les accords pour le retour de M23. Il n'a jamais été question. Nous savons les motifs de tout le voyage que le président a effectué au Rwanda, madame. Il n'a jamais été question. C'est une fausse information fabriquée dans les laboratoires de la MOUCA qui ont publié Martin Fayulu, le président, avec plusieurs pourcentages. Madame, les certificats d'enregistrement de la RDC comme étant inter-rwandaise, qui délivre ces certificats, madame? C'est quelle instance mondiale ou institution qui délivre? Attends, le pays n'est pas une parcelle, madame. C'est une bêtise. Les propos du président, madame, se sont mal rapportés. Le président n'a jamais dit que nous avons cette alliance grâce à Kabila. Attendez, rapportez clairement le mot du président. Restez dans ses mots pour critiquer. N'allez pas lui faire dire des choses qu'il n'a pas dit, madame. Le président, en fait, il y a une chose que nous devons comprendre. Élection organisée en retard ou pas, c'est une disposition légale qui est respectée ou non, madame? C'est en clair. Attendez, si Félix les reconnaît, ça devient un problème. Ça ne devient pas un problème. Laissez-lui de les reconnaître, madame. Quand on parle de l'expérience, c'est quoi une expérience, madame? Aujourd'hui, de tous les hommes politiques congolais vivants, y a-t-il quelqu'un qui a une expérience à la tête du pays comme étant président de la République, à part Kabila et Félix qui est en train de faire son expérience actuellement? Il n'y en a pas. Pour acquérir une expérience, n'est-ce pas qu'il faut exercer, il faut travailler? On a quelle expérience dans l'exercice, oui ou non? Ou est-ce qu'ils ont eu l'expérience comme étant des présidents de la République? Parce qu'ils n'ont jamais été des présidents de la République. Et dire qu'il a l'expérience, madame, en quoi ça dérange? En fait, voyez-vous des gens qui étaient habitués dans une démagogie, qui sont habitués dans le populisme, qui sont habitués dans le militantisme, de faire des choses pour plaire à ceux qui les entendent. Ils savent que non, si nous disons ceci, le peuple sera d'accord avec nous et le peuple sera... Alors, ils ne veulent pas dire la vérité. Félix, vous dites des choses telles qu'elles sont, madame. Dire que Kabila a raconté Kagame dans le coulisses, voyez, je vois encore qu'il est mal informé. Kabila a raconté Kagame officiellement, nous avons vu. Moi, j'ai des images ici. Si vous permettez, vous pouvez les balancer ici, madame. Il y a plus de 6 images sur le temps des autres, s'il vous plaît. Avec nous allons refaire cette émission le vendredi avec vous. Arrêtez de mentir quand vous venez sur un plateau. Jérémy Djoko. Merci beaucoup, madame. J'ai entendu religieusement nos prédécesseurs, mes co-débatteurs, et je vais dire que j'ai senti la haine du côté de la MOUCA. Ah, donc vous confirmez qu'ils sont des haineux. Voilà, j'ai senti la haine. Et mon frère, je vous dirais que nous tous, nous sommes les Congolais. S'il y a des problèmes à résoudre en tant que Congolais, il y a des cadres pour résoudre les problèmes. Et évitez, parce que vous n'êtes pas retrouvé quelque part, vous pouvez tout dire, tout faire. Là, vraiment, je vous conseille de consulter Félix, qui est votre frère congolais. Et s'il y a des choses à changer, vous savez comment y procéder. Et ce n'est pas normal de nous montrer devant les gens votre haine aiguë. Donc, je demande... Oui, madame, oui, j'ai senti la haine aiguë devant notre frère. Donc, c'est un conseil à prendre ou à laisser, je l'ai dit. Et l'aspect du côté de la crise, madame, je l'ai toujours dit, mon ami de l'IDPS, en tout cas, ayez vos apaisements, il y a la crise. Quand on dit, quand on dit la crise, c'est-à-dire qu'il y a des dysfonctionnements. Des dysfonctionnements au sein de l'administration, même au sein des droits, au niveau des institutions de la République. Ce qu'on est en train de parler ici, comment un chef de l'État peut signer une ordonnance et puis cette ordonnance-là n'est pas en application. Ça, c'est trop ridicule. Et il faut même pas créer débat là-dessus parce que c'est une honte énorme. Et là, correctement, il y a un problème. Il y a un problème. C'est ça qu'on parle de la crise. Qu'est-ce que vous voulez de la crise? Vous voulez quoi quand on parle de la crise? Pour faire appliquer ces ordonnances, on doit se mettre autour d'une table pour les prendre. Comment il y a des lois? Vous continuez parce que si vous répondez cela, vous grignotez le temps des Madame, autres. il y a des lois de la République et censées à résoudre ces problèmes-là. Ce n'est pas un pays ne peut pas être géré par un accord de deux individus
ou de 2 plateformes. Là, je suis contre ça. Il y a des règles, il y a des lois qu'on doit procéder. Qui dit la loi en matière de telles ordonnances promulguées par les chefs de l'État? Donc, chers amis, il y a totalement une crise. Il y a aussi beaucoup, on a entendu dans les travaux des 100 jours, le ministre des Finances qui refusait de donner le financement pour ces travaux-là. Il y a des problèmes, il y a la crise. Comme il y a la crise, nous sommes les Congolais. J'interpelle à nos acteurs politiques congolais que nous tous, nous sommes des frères. Revenez autour d'une table, parlons en tant que Congolais, enlevez les haines, enlevez vos différents politiques et venez comme des compatriotes, des Congolais, afin de trouver solution pour l'avancement de ces pays. Monsieur Jérémy Ilunga. Oui, j'ai bien suivi mon ami, mon frère qui est en face de moi. Monsieur Raymond et monsieur Jérémy comme vous. Et puis je me dis que la politique ne se fait pas avec les états d'âme, madame. La politique ne se fait pas avec les états d'âme. C'est la rationalité. C'est la rationalité. Lorsqu'on veut faire la politique, on se dit j'ai raison ou j'ai tort. Voilà. On consulte les autres là où on trouve qu'on a des failles. On ne connaît pas tout. Et on ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Pourquoi je dis ça? Je vais soulever en passant, parce que on va passer les fêtes de Noël à Béni, mais on s'adresse à la MONUSCO. La MONUSCO n'est pas la RDC. C'est pour la sécurité. Non, mais non. Il y a des institutions. Il y a un administrateur du territoire, dans Béni Territoire. Il y a le maire de la ville. Ça, c'est manquer du respect à l'État. C'est manquer du respect à l'autorité établie. Parce que la MONUSCO, c'est une force de l'extérieur qui est venue dans ce pays. On ne peut pas se dire président de ce pays et que l'on ne considère pas ses administrés. Ce n'était qu'une parenthèse. J'ai bien dit que je reviens à ce que j'avais dit. Chers politiciens, écoutez-moi, je ne fais que vous analyser ce que vous faites. Je me dis, la politique ne se fait pas avec les états d'âme et on ne vient pas en politique pour s'enrichir, ni moins chercher à garantir l'avenir de ses enfants. On vient en politique pour aider les autres. Chers politiciens, aidez les Congolais à aller de l'avant. Aidez les Congolais à étudier. Aider le Congolais à se faire soigner comme il se doit. Aider le Congolais à ne pas mendier un pain. Des 200 francs. Aider le Congolais à aller de l'avant. Donner de la valeur au Congolais lorsqu'il est en dehors de ce pays. C'était là le... Votre mot de la fin, monsieur Pengue. Nous allons clôturer cette émission. Merci, madame. J'insiste sur le fait que nous sommes en crise. Il y a une crise politique profonde. L'article 5 de la Constitution dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Et cette souveraineté, le peuple l'exerce notamment par la voie des élections. C'est-à-dire que le peuple peut être fou ou imbécile, mais quand il fait son choix, il faut savoir le respecter. On a vu au Ghana, on a vu au Burkina Faso et tout ça, et le peuple congolais n'est pas moins que ce peuple-là. Et ces pays que je viens de citer ne sont pas non plus les pays de l'Asie mineure, ce sont les pays noirs et tout non loin de chez nous ici. Notre peuple s'est exprimé, et plus ou moins librement. Malgré les tentatives de Kabila de bloquer le processus, le peuple a accompli des prouesses, il a élu son chef, et ce que nous disons, c'est que nous ne voulons pas aller et continuer comme ça, comme certains disent, et évoluons. Toute évolution n'est pas un progrès. En 2006, quand Kabila a triché et s'est imposé, on a dit il faut évoluer. Arrivé en 2011, moi-même, j'étais cofondateur de la plateforme dynamique Tshisekedi du président, la plus grande qui a soutenu sa candidature en 2011. Papa Tshisekedi avait gagné haut la main les élections. On nous a dit évoluer. Je me rappelle de Félix Tshisekedi, on dit lors d'une réunion qui disait ne reconnaîtrait jamais Kabila. Et on s'était même résolu de l'appeler Messier Kabila, parce qu'il n'était pas élu. Et aujourd'hui, parce que c'est Félix Tshisekedi qui est nommé
après avoir été à Kingakati à 2h du matin, les gens pensent que, parce que c'est Félix, les mêmes choses, les antivaleurs contre lesquels on s'est battu, on doit les oublier tout à coup, parce que Kabila, on avait une haine personnelle avec Kabila, mais contre Félix, c'est ce qu'il dit, on peut tolérer. Non, c'était un principe. Demain, ça peut être Prince Pengu, n'importe qui. Il faut qu'on dise non à ce système. Pour que demain, que ce soit mon ami ici qui semble défendre l'indéfendable ici, ou tout le monde ici, que chacun ait au moins la même chance. Demain, il sera candidat président de la République, même la même chose lui arriverait demain, ou son fils peut être candidat président de la République. Mais si dès aujourd'hui, on arrête net cette hémorragie, cette tricherie, demain, il va être candidat, il va battre campagne, même s'il n'a pas de millions, mais si le peuple lui fait confiance, il va au moins dire oui, j'ai été candidat, le peuple m'a fait confiance. Même si je ne suis pas le plus beau, le plus riche des candidats, mais au moins que les voix que le peuple m'a données seront celles-là qu'on va publier. Et c'est cela. Les combats pour lesquels on se bat, ce n'est pas un combat pour qu'il faut le vienne là. Je voudrais rappeler aux gens que Fayulu ne manque pas à manger. Nous étions encore au sein du rassemblement. Fayulu était parmi les gens il a toujours été libre. Moi, je ne suis pas du parti du président Fayulu. Moi, je suis du parti de Pierre-Jacques Chaloupa, tout le monde le sait. C'est une question de principe. Beaucoup d'entre nous ici, enfin, quand nous étions ensemble même avec Félix, Fayulu était un homme de principe. Il a son argent qu'il a acquis dans les sociétés pétrolières dans lesquelles il a travaillé aux années 80, 90 ici. Ce n'est pas en politique qu'il va se faire de l'argent. Donc c'est une question de principe. Il a dit, voilà, qu'est-ce qu'on s'est choisi? La Constitution dit que depuis 60, toutes les crises qu'il y a eu au Congo, c'est les crises de constatation de légitimité des institutions et des alimentaires. En allant aux élections, qu'est-ce que nous avions voulu? C'est pour arrêter cette affaire-là. Mais Kabila prend sa décision comme un seul homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la souveraineté nationale sur l'article 5 de la Constitution n'appartiendrait plus au peuple, mais appartient à Kabila. C'est un seul homme qui décide d'imposer sa volonté à plus de 40 millions, 50 millions d'individus. Et ailleurs, à l'étranger, les gens nous regardent et ils rient de nous. Pourquoi? Ils disent, voilà, voici ce peuple-là. Parce que Félix est notre frère, nous pouvons accepter l'inacceptable. Mais demain, ça va peut-être Félix. Kabila a déjà réussi son coup. Maintenant, il veut passer à l'étape supérieure. Et même Félix, tout le monde. En fait, le plus grand perdant dans cette affaire, c'est nous. Et Félix, et Fayulu, et le peuple. Nous avons perdu. Le plus grand gagnant dans cette aventure ici, c'est Kabila. Donc, voyons les choses en face. Arrêtons de parler d'être né. Être né, c'est quoi? C'est quoi exactement? C'est-à-dire, quand vous dites la vérité, quand, par exemple, Félix demande à la ministre des Affaires étrangères de rappeler l'ambassadeur du Congo aux Nations Unies et celui du Japon, et les Kabilistes se disent niet, on envoie la fille là, mais la députée Mouyumba là-bas, il faut bloquer cette affaire-là, et on invite la ministre pour écouter, justifiez-vous. Tout ce que Félix fait, comme les Kabilistes savent qu'ils l'ont nommé, on bloque. Et c'est ça en réalité la crise. Voilà, cette émission n'est pas terminée. Quand déjà la volonté du peuple à la base est violée, la crise commence par là. Et les institutions telles qu'il est dit, politique, parce que je suis moi-même politique de formation, la crise, elle est institutionnelle parce que les institutions sont fondées sur le principe avant tout de la légitimité. Et la légitimité provient du peuple, c'est de l'apanage exclusif du peuple. Dès le moment où la volonté du peuple n'a pas été respectée, la crise est déjà installée dès le départ. Donc pour nous, au sein de la Bouka, il y a crise. Mais s'ils refusent de voir la crise, on va chasser tout le monde. Discours de survie politique, madame. Ok, donc cette émission est finie. Nous avons largement débordé. Nous nous en excusons, mais vous avez compris vous-même l'ampleur des questions qui étaient débattues ici. Il fallait qu'on en parle. Nous nous retrouvons le vendredi pour un nouveau numéro. Entre-temps, je vous souhaite un joyeux Noël et que Dieu vous garde. Au revoir. Merci. Monsieur...